Donc, mesdames et messieurs, bonsoir à Patricia. Très heureuse d'accueillir ce soir Paris Nord. Donc, pour nous parler de la crise mondiale qui s'étend des États-Unis à la Chine et au Brésil, en passant par le Brésil. D'ici 30 ans à peu près, il y a eu deux grands moteurs de croissance. D'abord, le moteur de l'endettement. Et puis, le second moteur, c'était celui du rattrapage des pays émergents. Avec la crise des subprimes à partir de 2008 et des grandes crises financières, eh bien, le moteur de l'endettement s'est enrayé. Et puis, à partir de l'été 2015, avec le fort ralentissement de l'économie chinoise, et également du Brésil, de la Russie, le moteur des pays émergents, lui aussi, s'est grippé. Donc l'économie mondiale est plutôt en panne. Mais là, on parle plutôt de croissance économique, et la crise, évidemment, d'une ampleur bien plus large, puisqu'elle est également sociale, écologique, et également, on a des tensions géopolitiques qui montent, on voit bien au Moyen-Orient, entre l'Iran, l'Arabie Saoudite, on voit qu'il y a des risques géopolitiques multiples également. Si bien qu'en 2015, pour la 5e année consécutive, l'économie mondiale, le rythme de croissance de l'économie mondiale a décalé. Donc on voit bien qu'il y a un phénomène qui se passe. Et la question que je vais poser à Dominique, c'est, bon d'abord, quelles sont les causes de ce passement de cette crise, comment est-ce que, quelles sont les solutions aussi pour soit éviter cette crise qui monte, qui va dans un mur, soit comment est-ce qu'on pourrait en sortir. Donc avant de passer la parole à l'orateur, je vous rappelle qu'il y a un petit chapeau pour participation, fabrication nasale, petit chapeau en plastique, il n'est pas très joli, mais on n'a pas pu faire mieux. Si vous souhaitez recevoir des informations de notre comité, vous pouvez inscrire vos emails et on vous bombardera d'informations. Il y a également quelques ouvrages à offrir sur la table. Donc je cède la parole à Dominique. Bien, bonsoir, merci de m'avoir invité. C'est pas la première fois que j'ai le plaisir de faire une conférence ici, moi c'est la troisième fois. C'est un plaisir, je me sens presque chez moi et dans ce quartier, bien que j'habite pas tout à fait à côté, mais c'est la banlieue d'Art Sud. Mais voilà. Alors donc le sujet, quand mes camarades, mes amis m'ont proposé ce sujet, j'ai eu d'abord un geste de recul parce que je me suis dit, voilà, c'est quand même vaste. Hein. La crise mondiale, des États-Unis à la Chine, au Brésil, en passant par l'Europe, je me suis dit, là, celui qui aura la prétention de traiter ce sujet sera vraiment très fort. Et je suis pas sûr d'être à la hauteur, donc je vais tenter des éléments d'analyse. Vous allez voir, ça sera à la fois des propositions hein, d'interprétation de ce qui se passe, des hypothèses même, peut-être, une grille de lecture, quoi, et puis, à la fin, bon, j'essaierai d'apporter, puisqu'on m'a posé la question, bah, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut réagir, quels sont les éléments pour que ce système assez en mauvaise forme, mais qui nous pose des tas de problèmes, puisse changer et qu'on puisse espérer vivre mieux demain. Les générations futures trouvent que c'est vivre mieux demain quand on voit ce qui se passe en France, on peut s'interroger voilà, l'avenir des générations futures. Alors, notre analyse, quand je dis notre analyse, c'est-à-dire à TAC, mais on n'est pas les seuls, loin de là, hein. Depuis le début de la crise 2008-2009, qui a démarré donc aux États-Unis, qui s'est propagée en Europe, au Japon, puis après dans les pays émergents, notre analyse, ça a été tout de suite quand même de dire que c'était une crise de nature systémique, c'est-à-dire c'est pas une crise conjoncturelle, passagère, mais on a tout de suite compris que c'était une crise qui allait durer et qui avait des racines extrêmement profondes, hein, liées à la structure économique et sociale de nos sociétés. Donc, et une crise aussi, comme tu l'as laissé entendre dans ton introduction, Evelyne, multidimensionnelle. Ce n'est pas uniquement une crise financière, la crise de subprime, c'est une crise économique, sociale, je vais y revenir sur tous ces points, écologique et politique. Donc ça, c'est quelque chose déjà qu'on a en tête. Alors, pour être méchant,
ça contraste évidemment avec l'analyse de certains politiques ou de certaines politiques. Je me rappelle Christine Lagarde, alors ministre de l'économie, qui disait c'est un trou d'air. Bon, ça c'est assez amusant d'entendre ça, parce que déjà à l'époque on disait non, c'est pas un trou d'air. Voilà, c'est un trou d'air qui dure rudement longtemps. Donc c'est quelque chose qui est bien plus grave, bien plus profond. Voilà, déjà ça c'est le premier élément. Alors, en tant qu'économiste, économiste qui pense qu'il faut vraiment toujours essayer de se situer en perspective historique. Quand on fait de l'économie, pour comprendre tout ça, il faut aussi faire de l'histoire. En fait. Eh bien, je dirais qu'un premier élément d'entrée sur le sujet de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, c'est de faire de l'histoire et de comparer la crise actuelle, c'est-à-dire ce qui se passe depuis 2008-2009 et qui dure encore aujourd'hui, en 2016, à deux autres grandes crises, deux grands épisodes de crise du capitalisme, qui sont la crise de 1873 et la crise de 1929. Personnellement, d'ailleurs, j'avais fait un papier il y a quelques années, là, au début de la crise là-dessus, pour montrer, encore une fois, je ne suis pas le seul à l'avoir fait, mais qu'il y avait des points de ressemblance. Donc ça voudrait dire qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, un, ça s'est passé déjà dans l'histoire, il y a déjà eu des crises très graves, mais deux, c'est aussi parmi les crises les plus graves, parce qu'il y en a eu beaucoup de... Pensez par exemple à la crise de la nouvelle économie, hein, la bulle Internet, qui a éclaté en 2000-2001, bien c'est une crise qui à l'époque on s'est dit, oh là là, c'est très grave, mais en fait ça a été beaucoup moins grave que celle que nous vivons aujourd'hui. Donc il y a une gravité plus ou moins importante, et là on est dans quelque chose, on est dans du dur, pour plus cette expression. Et alors, ce qui est évidemment un peu inquiétant, les points de ressemblance, je me suis posé la question, mais quels sont les points de ressemblance de ces trois crises? Bien, je vais vous en donner quelques-unes qui permettent d'éclairer déjà un peu notre analyse. C'est un, elles ont toutes été précédées par des politiques de laisser-faire, de libéralisme économique très, très important, c'est-à-dire les gouvernements à l'époque, que ce soit Hoover à la veille de la crise de 29, hein, ou les gouvernements européens en 1870, à la fin du XIXe siècle, étaient des gouvernements qui étaient extrêmement libéraux dans leur conception. C'est-à-dire on laissait faire, on déréglementait et on considérait que c'était la bonne stratégie. La deuxième chose aussi, ce qui caractérise les sociétés dans ces trois moments de l'histoire, c'est des inégalités extrêmement importantes. Inégalités sociales, inégalités de revenus, inégalités de patrimoine. À chaque fois, il y a eu, troisième caractéristique, un effondrement du système financier. C'est-à-dire les banques ont fait faillite, la bourse s'est effondrée, à chaque fois on retrouve ça, et puis, et ça nous remet dans le sujet un peu d'aujourd'hui aussi, les facteurs géopolitiques ont joué un rôle important. Alors, si on pense à la crise de 1873, c'est, par exemple, le fait que il y a eu l'émergence de ce qu'on appelait à l'époque le Nouveau Monde. Par exemple, les États, ce qui allait devenir les États-Unis, l'Amérique, le Canada, ou bien l'Australie, par exemple. Et ces pays émergeaient, c'est des pays émergents de l'époque, et ils ont concurrencé fortement. Alors à l'époque, c'était surtout une concurrence dans le domaine agricole, parce que l'industrie n'était pas encore très développée, mais ils ont mis en difficulté les pays comme la Grande-Bretagne, l'Angleterre et la France, par exemple. Et c'était une période aussi où on concluait des accords de libre-échange pour essayer de favoriser le commerce. Là, aujourd'hui, on est en plein aussi dans cette logique d'accords de libre-échange. Donc, vous voyez, je ne vais pas plus loin, mais c'est pour dire que, quand même, on retrouve des constantes qui sont extrêmement intéressantes. Alors, une autre constante qui est inquiétante, mais il ne faut pas vous partir en faisant des cauchemars, mais 1873, ça s'est terminé par 1914. Et 1929, ça s'est terminé par 1939. Alors bon, la comparaison ne vaut pas raison. Hein. Attention, je ne dis pas, et surtout pas, et même je ne le crois pas personnellement, nous sommes à la veille, donc nous allons avoir une nouvelle guerre mondiale. Hein. Simplement, j'étais hier à une conférence avec des militaires, des amiraux et compagnie, qui disaient quand même qu'on est dans une période de montée des tensions politiques et militaires dans le monde, et je crois que personne ne contredira. Ça ne prendra pas forcément la forme demain ou après-demain d'une guerre mondiale, mais par contre, on est clairement dans des phases d'affrontement importantes dans un certain nombre de régions du monde. On ne sait pas ce que ça va donner. Mais en tout cas, on n'est pas dans une période de calme, en tout cas sur le plan même militaire. Hein. Donc voilà. Donc on est dans une période troublée aujourd'hui sur le plan économique, financier, social. Alors regardez ce qui se passe en France, mais il n'y a pas qu'en France, hein, en Espagne, en Grèce, etc. Pour rester en Europe. Hein. On est trouvé dans toute une série de fonds très importants sur lesquels je vais
je vais développer certains aspects plus que d'autres qui paraissent importants. Donc ça, c'est la première lecture que je vous propose, c'est la comparaison avec d'autres crises. Nous sommes dans une crise du capitalisme, une crise profonde, qui aujourd'hui, dont on ne voit pas la fin, et on ne sait pas comment elle va se terminer. Et pour ça, ta question, c'est comment on peut terminer cette crise. Ça sera assez présomptueux de ma part de dire, ben, voilà ce qu'il faut faire pour que la crise s'arrête. Parce que, précisément, vous allez le voir, et ça va être le point suivant, c'est qu'on est dans des mouvements très longs. Alors, l'autre approche que je voudrais vous proposer, pour éclairer ce qui se passe, c'est une approche, alors c'est un peu prétentieux, mais ça paraît bien, c'est une approche, je dirais, à la brodélienne. C'est-à-dire une approche où on essaye de raisonner sur le très long terme. Et je dirais aujourd'hui, pour caractériser un peu ce type d'analyse, qu'on est peut-être à la fin d'un ou de plusieurs cycles longs qui sont en train de s'interrompre, et que donc on serait en quelque sorte à la veille, ou qu'on était peut-être déjà engagé dans un changement de système. On serait en transition vers quelque chose d'autre qu'on ne connaît pas encore. Donc tous les éléments chaotiques que l'on observe en ce moment, les mutations qu'on a du mal à décrypter, mais qui sont bien visibles quand même, eh bien, c'est l'analyse que je vous propose. Et là, c'est une hypothèse pour le moment, mais je pense que cette hypothèse a une certaine force. On sera en quelque sorte dans une sorte de transition chaotique vers un nouveau système qu'on ne connaît pas encore, parce que nous sommes à la fin d'un cycle. Alors, je vais vous caractériser ces éléments de cycle qui se termineraient, je parle au conditionnel, parce que tout ça doit être pris avec beaucoup de prudence, mais je vais distinguer 5 éléments de rupture qui se produisent sous nos yeux et qui expliqueraient, ou qui expliquent les désordres que nous vivons, qui sont probablement, qui annoncent des changements très importants. Alors, si c'est 5 éléments de rupture, d'abord le premier, c'est la question de la croissance. Nous avons vécu, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, une période de croissance rapide, historiquement rapide. Il y a eu la fameuse 30 glorieuses. Pendant 30 ans, on a connu, de 1945 à 1975, des rythmes de croissance de l'ordre de 5% par an, ce qui historiquement ne s'était jamais vu. Dans les pays, en tout cas dans nos pays. Nos pays, c'est-à-dire les pays européens, en gros, le Japon, les États-Unis. C'est quelque chose donc d'exceptionnel. Quand on regarde les courbes, les économistes aiment bien regarder les courbes, on s'aperçoit que le taux de croissance, qui faisait à peu près 5% par an entre 1945 et 1975, a été divisé par 2 déjà au moment de la crise, avec la rupture des chocs pétroliers, en gros jusque dans les années 90. En gros, on est passé de 5 à 2, 2,5. Et puis, au cours des 15 ou 20 dernières années, on a à nouveau divisé par 2 le rythme de croissance, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est à des taux de croissance de l'ordre de 1 à 1,5%. La France, par exemple, il est prévu pour 2016, d'après les dernières prévisions de l'OCDE, de la Commission de Bruxelles pour la France, un taux de croissance de 1,5%. Voilà. Donc, vous voyez qu'on est tombé très bas. Mais alors, et c'est là que ça rejoint les autres régions du monde, c'est pas propre au ralentissement vraiment brutal des taux de croissance, c'est pas propre à la France, je parle de la France, mais des pays européens, mais c'est aussi le cas aujourd'hui, c'est très très important, parce qu'on ne s'y attendait pas à ce point, c'est la réduction de taux de croissance des pays émergents, dits émergents. C'est-à-dire, tu parlais de la Chine, mais c'est le cas du Brésil qui a une croissance négative en ce moment, c'est-à-dire une chute de son activité, c'est le cas de l'Argentine, si on reste en Amérique latine, mais c'est le cas d'un certain nombre d'autres pays, en Afrique, l'Afrique du Sud, et ainsi de suite. Donc il y a un ralentissement absolument général des taux de croissance. Sauf qu'on n'est pas du tout au même niveau. Je regardais les chiffres là pour la Chine, en ce moment ils sont à un rythme de croissance quand même de 6,9, je crois, de 7%. Mais ils étaient à plus de 10. Le 6,9% qu'ils ont, c'est le chiffre le plus bas depuis 25 ans pour les Chinois. Donc ça veut quand même dire que même s'ils restent à un niveau très élevé par rapport à nos standards à nous, européens, par exemple, ils sont à une décélération extraordinairement rapide et qui n'est peut-être pas terminée. Donc si vous voulez, c'est un phénomène absolument général, même si les pays sont très différents les uns des autres, même si les rythmes ne sont pas les mêmes, c'est un phénomène général. Du coup, les économistes, alors je m'excuse pour ceux qui ne sont pas économistes dans la salle, mais peut-être même si vous n'êtes pas économiste, vous en avez entendu parler, il y a un débat en ce moment entre les économistes sur la question de ce qu'on appelle la stagnation séculaire. C'est-à-dire qu'on reviendrait, si on reste en très longue période, à des rythmes de croissance très faibles, pour ne pas dire proche de zéro, qu'on a pu connaître au 19e siècle, ou qu'on a pu connaître même au 20e siècle, au début du 20e siècle.
C'est-à-dire qu'il y a des économistes américains, français, par exemple, qui défendent cette thèse. Bon, par exemple, un des conseillers de Clinton, Lawrence Summers, qui a aussi conseillé Obama d'ailleurs, un démocrate, hein, qui défend cette thèse de la stagnation circulaire. Il y en a d'autres en France. Je peux citer un économiste de banque, qui est aussi qui est assez médiatique, donc peut-être l'avez-vous vu sur les ondes, sur la radio ou à la télévision, c'est Patrick Artus, qui vient faire un livre sur ce thème, par exemple. Oui, donc c'est un thème qui est devenu très courant, c'est-à-dire en gros, on est parti maintenant pour une croissance très, très, très faible, parce que, en fait, on était sur un rythme de croissance extraordinairement rapide, et probablement, et même ce que nous pensons à TAC notamment, beaucoup trop rapide, notamment par rapport à la question écologique, hein, sur laquelle je vais revenir. C'est-à-dire que c'était une croissance qui était dopée, gonflée, comme tu l'as dit, Evelyne, notamment par la dette, parce qu'aux États-Unis, par exemple, la croissance des 15 dernières années, avant la crise, hein, c'était une croissance profondément dopée par la dette immobilière, mais aussi la dette de la consommation. Je ne sais pas si vous voyagez de temps en temps aux États-Unis, mais dans cette période avant la crise, à chaque fois que j'allais aux États-Unis, j'étais sidéré de voir que les ménages américains, et pas forcément les plus riches, hein, les classes moyennes, disons, ils changeaient de voiture tout le temps, d'ordinateur tout le temps, leur mobilier de maison ils changeaient tout le temps, et tout à crédit, quoi, tout à crédit avec un carte de paiement. Bon. C'est-à-dire qu'il y a eu une croissance qui a été dopée artificiellement par une dette. Évidemment, à un moment donné, ça a mal tourné pour eux parce qu'ils étaient surendettés et que quand il y a eu notamment une hausse des taux d'intérêt, ils se sont retrouvés pris à la gorge et ça a contribué à la crise des subprimes. Mais ce que nous pensons aussi, c'est que ce ralentissement de la croissance qui est général, c'est dû à quelque chose de profond que nous qualifions, nous, de ralentissement de la productivité. C'est-à-dire que quand on regarde, alors ce que c'est que la productivité, c'est quoi? La productivité, par exemple, du travail, c'est combien d'objets donnés à l'heure un travailleur peut produire. Donc on dira qu'il y a un gain de productivité croissant quand on peut produire, une même personne peut produire plus de biens année après année avec le même équipement, en gros, là. Bon, parce que l'usine est mieux organisée, parce que les machines sont plus efficaces, etc. Elles incorporent des progrès techniques, etc. Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un essoufflement, comme on dit quelquefois, de la productivité. Cette productivité, ces gains de productivité extrêmement forts au moment des Trente Glorieuses, depuis, ça se fait progressivement essouffler dans nos pays. Et dans un pays comme la Chine aujourd'hui, par exemple, pour parler de la Chine, puisque c'est un pays qui est aussi dans la crise, eh bien, il y a aussi un essoufflement, bien sûr à des niveaux plus élevés que les nôtres, mais des gains de productivité. Donc c'est un phénomène qui est relativement général. Alors, l'autre élément d'analyse, je vous disais que notre conviction, c'est que la croissance était dopée, était malsaine, notamment dopée par la dette, et il y avait aussi quelque chose qui était malsain par rapport à la manière aussi dont ça rejoint la question des inégalités, où les richesses étaient non seulement produites, mais réparties. C'est-à-dire, si vous prenez les États-Unis, par exemple, et la France, pour prendre deux pays qu'on peut comparer de ce point de vue-là, eh bien, il y a eu ce que les économistes appellent, dans les années, à partir des années 80, il y a eu une modification dans le partage de la valeur ajoutée. Ce que c'est que la valeur ajoutée, c'est en gros ce que les usines produisent chaque année. Hein, quand on additionne toutes les valeurs ajoutées, on a ce qu'on appelle le produit intérieur brut. C'est la richesse produite par un pays donné chaque année. Et bien, on s'aperçoit que cette production, ça c'est le gâteau. Ensuite, c'est comment on partage le gâteau entre ceux qui le produisent. En gros, qui produit le gâteau, il y a deux, en simplifiant beaucoup, mais ça correspond assez bien à la réalité, il y a en gros deux parties prenantes pour partager le gâteau, si je puis dire. C'est d'une part les travailleurs, les salariés, et d'autre part les détenteurs du capital. Or, on a des statistiques qui sont très claires. Il y a eu une transformation, une modification du partage de la valeur ajoutée depuis les années 80 à peu près. C'est général, hein, dans les pays avancés en tout cas. C'est en gros 10 points de pourcentage de valeur ajoutée qui est allé vers les entreprises et les profits et au détriment du travail, la part du travail. Ce qui explique la stagnation relative des salaires des classes moyennes, par exemple aux États-Unis, ou en Europe, comme un pays comme la France. Et du coup, l'endettement des ménages américains s'explique en partie par le fait que le système, pour que le système puisse continuer à tourner, a besoin que les gens consomment, mais si leur pouvoir d'achat stagne, il y a le seul moyen pour eux de consommer plus, de consommer suffisamment pour que le système tourne, c'est de s'endetter. Donc pour nous, l'endettement est l'une des conséquences de ce nouveau partage des richesses
entre les entreprises, en gros, et les salariés, ou entre les détenteurs du capital et les détenteurs du travail, si vous préférez. Et ça, depuis le début aussi, on dit ça, et encore une fois, il y a plein de gens qui le disent, qui ne sont pas forcément des révolutionnaires ou dans l'ombre, hein, ou des gens qui ont des positions très radicales. Je prends un économiste comme, par exemple, peut-être on en a entendu parler, qui s'appelle Paul Krugman, un économiste américain, prix Nobel, très respectable, etc., et qui dit ça, hein, très clairement. Il dit, ben voilà, il y a la transformation d'un partage de la valeur ajoutée, ça appauvrit les classes moyennes, et elles se sont endettées, et la crise des subprimes, c'est en grande partie ce genre de choses. Voilà. Et donc, si vous voulez, voyez, on voit le lien comme ça entre une croissance qui est trop dopée, qui est malsaine, hein, c'est un peu comme les sportifs qui se shootent, hein, voilà, on se shoot, et puis à un moment donné, ben, on a un problème de santé. Eh bien, là, c'est pareil, on a une économie qui était dopée, qui à un moment donné, eh bien, s'est effondrée, quoi, c'est-à-dire et ça s'est traduit par la crise financière, mais au-delà de la crise financière, après, il y a eu un ralentissement économique important, quand la bulle immobilière s'est effondrée, etc. Je ne développe pas plus ce point, on reviendra sur ces points si vous le souhaitez. Hein. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, qui nous tient à cœur à nous, je dis attaque, mais on est encore une fois nombreux à le mettre en avant, c'est la dimension écologique. C'est-à-dire que nous pensons que le ralentissement, notamment d'ailleurs de la croissance, et la crise générale que nous connaissons dans le monde a des racines profondes par rapport à la question écologique, très liées à la question écologique. En gros, l'homme, alors là aussi si je me situe dans le temps long, l'homme a, depuis la première révolution industrielle, disons, donc le 19e siècle, la première moitié du 19e siècle, si vous préférez, a considéré que la nature était à son service et qu'on pouvait exploiter, asservir la nature sans aucun problème. C'est ce que certains économistes appellent aussi d'ailleurs l'ère anthropocène. C'est-à-dire une nouvelle ère est née dans laquelle la nature dominée par l'homme a été transformée mais aussi dévoyée. C'est-à-dire par exemple le fait qu'il y ait une surexploitation des ressources non renouvelables ou qu'il y ait un réchauffement climatique qui commence, qui se développe, une accélération du climat. Et donc la crise écologique aujourd'hui, en quelque sorte, peut être vue, la crise climatique, qui en est une des dimensions principales, peut être vue comme une des conséquences de cette croissance excessive, dopée, qui ne prenait absolument pas en compte les contraintes écologiques. C'est-à-dire que c'est la phase où l'homme considérait que la nature était à son service, qu'il faut faire tout ce qu'il voulait avec elle, alors qu'aujourd'hui, on propose de poser le problème différemment, et encore une fois, il n'y a pas que nous, en Amérique latine, il y a beaucoup de populations indigènes qui résonnent depuis longtemps comme ça, c'est de dire que nous ne sommes pas les maîtres de la nature, nous sommes dans la nature. C'est-à-dire que l'homme, l'être humain, l'espèce humaine, n'est qu'une des espèces dans la biosphère, et que donc, si elle ne s'intègre pas dans celle-ci harmonieusement, en respectant ses contraintes, eh bien, elle va détruire tout simplement ce qui constitue son environnement naturel, et donc on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a encore beaucoup de gens, que ce soit des scientifiques, que ce soit des politiques ou des chefs d'entreprise, par exemple, qui raisonnent, des consommateurs, qui raisonnent en disant on peut y aller, on peut exploiter cette nature, il n'y a pas de problème, etc. Sauf qu'on ne voit pas qu'on est en train de détruire de manière irréversible toute une partie de l'environnement et demain, peut-être, d'avoir des générations qui ne pourront plus vivre sur la Terre si on continue comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui paraît important. Et donc la crise d'aujourd'hui, le ralentissement de la question de la croissance, qui était excessive avant et qui maintenant est devenue très faible, c'est lié notamment à ces dimensions écologiques. Je ne sais pas si c'est assez clair. Et en particulier, nous insistons sur un point, c'est la question de l'énergie, notamment des énergies fossiles, non renouvelables, le pétrole. Ces énergies fossiles, elles ont été, depuis la première révolution industrielle jusqu'à une période, disons, les années 70, 80, très bon marché. C'est-à-dire que l'homme, grâce au progrès technique, a très vite maîtrisé l'exploitation des mines de charbon, puis après des gisements de pétrole. Et du coup, un des éléments qui explique pourquoi l'humanité a pu connaître, ou une partie de l'humanité, disons, a pu connaître une croissance aussi rapide, parce que l'énergie était abondante et à un prix très faible. En d'autres termes, on a sous-payé très largement ces ressources non renouvelables, en les exploitant, même en les gaspillant, et aujourd'hui, on s'en rend compte seulement maintenant. Enfin, c'est-à-dire l'être humain, les dirigeants, les scientifiques, etc. Il y en a beaucoup maintenant qui ont compris ça, bien entendu. Hein. Mais si vous voulez, c'est seulement maintenant qu'on s'en rend compte. Quand je dis maintenant, c'est depuis une décennie ou deux, si vous voulez. Et donc, cette question de l'énergie, qui a joué un rôle crucial dans l'industrialisation, dans la croissance rapide, aujourd'hui, c'est le problème. C'est le problème. Les énergies fossiles, c'est un double problème. C'est le problème, c'est que
elles vont se raréfier de plus en plus, même si, parce qu'elles sont non renouvelables, même s'il y en a encore beaucoup dans les entrailles de la Terre. Mais deux, et c'est aujourd'hui ce qu'on a appris, notamment ce que beaucoup de citoyens ont appris à l'occasion de la COP21, hein, le sommet sur le climat qui s'est tenu à Paris au mois de décembre, eh bien c'est que si on exploite à un rythme aussi soutenu ces énergies fossiles qui sont dans les entrailles de la Terre, on va contribuer à accélérer le réchauffement climatique. Et que donc, si on le fait, on est sûr qu'on va vers des situations extrêmement dramatiques pour l'humanité. Désertification, une hausse du niveau des mers, enfin des tas de conséquences sur des tas de parties de la population, etc. Donc, je n'ai pas besoin de faire un dessin, parce qu'on en a beaucoup parlé récemment, c'est très important. Et vous savez probablement qu'une des conclusions de ce qu'on appelle le GIEC, qui est le groupe d'experts internationaux sur le climat, c'est de dire que si on veut limiter le réchauffement climatique à 2 degrés en 2050, d'ici 2050, hein, alors qu'on a déjà fait pratiquement plus de la moitié du chemin déjà, hein, eh bien on doit garder dans les entrailles de la Terre plus de 80% des ressources qui sont encore des ressources sous forme d'énergie fossile en particulier. Or, aujourd'hui, avec le rythme auquel on exploite ces énergies, pétrole, charbon et autres, gaz de schiste, ainsi de suite, eh bien, on n'est absolument pas sur cette trajectoire-là. Donc nous, on dit, ça a été dit par beaucoup, par les simples, quand je dis nous, c'est les gens du GIEC, hein, donc c'est des savants, mais c'est aussi des citoyens, des organisations comme Attac et bien d'autres, des écologistes qui disent, aujourd'hui, l'énergie, c'est le problème. C'est ce qui a été notre source d'élévation du niveau de vie, si on veut, de croissance rapide, etc. Mais en même temps, aujourd'hui, c'est le problème. Si on ne fait pas attention à la manière dont on traite la question de l'énergie, on va au-devant d'une crise encore beaucoup plus grave. En tout cas, la crise climatique en particulier. Alors, le point suivant sur lequel je voudrais insister pour parler toujours dans ces ruptures qui sont peut-être en train de se produire, hein, c'est la question, donc la rupture, vous avez compris, pour l'écologie, c'est, voilà, on ne peut plus traiter la nature, on ne peut plus traiter les énergies, on ne peut plus traiter les ressources non renouvelables, comme on l'a fait, en considérant que ça coûte pas cher, on peut y aller, on peut gaspiller, c'est fini ça. Il faut repenser complètement le problème. L'autre point où il me semble qu'il y a un élément de rupture, c'est sur le processus de mondialisation. Ça c'est un sujet de débat aussi, entre économistes, politologues, etc. On a connu, depuis, disons, le milieu du siècle dernier, ou les années 70, disons, une accélération du processus de mondialisation. Qu'est-ce qu'on entend par là? On entend par là par le fait que le commerce international, par exemple, s'est développé d'une manière extraordinairement rapide. Des échanges internationaux entre les différentes régions du monde. Et que, sur la période des 30 dernières années, sont apparues une catégorie nouvelle de pays, qu'on a appelé les pays émergents, vraiment des pays émergents pour cela, qui se sont développés eux-mêmes à un niveau, notamment des pays en développement, même sous-développés, qui sont développés à une vitesse extraordinairement rapide et qui ont participé de manière très active au commerce international. Évidemment, on pense tout de suite à la Chine. Mais ça pourrait aussi parler du Brésil, on pourrait aussi parler de la Corée du Sud, qui n'est pas considéré comme un pays industriel, mais qui, dans les années 70, était un pays en voie de développement ou en voie d'industrialisation. Donc, tous ces pays se sont considérablement développés, et ça, c'est quelque chose de relativement important, ce processus de mondialisation. Pour vous donner un ordre de grandeur, les économistes qui aiment les chiffres, peut-être un peu trop, avaient constaté que le commerce mondial croissait à peu près 2 fois plus vite que la croissance de la production mondiale. Alors, si on prend le PIB mondial, tout ce que nous produisons globalement dans l'économie mondiale, et qu'on regarde son taux de croissance, et qu'on regarde le taux de croissance des échanges de marchandises, mesurés par les importations et les exportations, il y avait en gros un rythme 2 fois plus rapide pour les exportations et les importations, jusqu'à, en gros, ces dernières années, jusqu'à 2010 par là, 2012. Et depuis, eh bien, il y a une inversion, c'est-à-dire que le commerce international croît au même rythme que le PIB, et même dans certaines années, moins vite. Donc il y a un changement. Alors, nous, on pense que là, il y a une rupture, il y a un élément de changement, et on pense que c'est durable, parce qu'on pourrait dire que c'est conjoncturel. Pourquoi est-ce que c'est durable? Parce que les pays qui participaient le plus à cette mondialisation, eux-mêmes, se retrouvent en difficulté. Avant, c'était les pays développés, en gros, qui participaient aux échanges, etc., le Japon, l'Europe, etc. Maintenant, c'est les pays émergents aussi, et peut-être surtout à bien des égards. Mais si on regarde, par exemple, un pays comme la Chine ou comme le Brésil, pour prendre ces deux géants qui sont sur deux continents bien différents et qui ont des situations d'ailleurs très différentes, à bien des égards, eh bien, on voit ces pays qui sont en train de s'effondrer en termes de croissance et qui aussi sont en train de voir leur modèle de développement
tirés par les exportations, d'accord? C'est-à-dire que la croissance de ces pays-là était très largement due au développement de leurs exportations dans le monde, donc participation au commerce international. On voit leurs exportations s'effondrer. Pourquoi est-ce qu'elles s'effondrent? Parce que nous qui étions leurs principaux clients, les pays développés, États-Unis, Europe, nous sommes en difficulté, nous avons une croissance extrêmement lente, donc nous importons moins les produits manufacturés, tous les matières premières venant de ces pays-là. Et donc on a un effondrement du commerce. Il s'agit du commerce de produits manufacturés, des machines, des voitures, du matériel de haute fidélité, que tout ce qu'on veut, électronique, d'une part, et d'autre part, de matières premières. Alors, disons un mot de ces deux compartiments de l'activité économique dans le monde. Si on regarde les matières premières, ce qui se passe est absolument dramatique pour beaucoup de pays. Vous avez un effondrement des prix des matières premières, à la fois agricoles et, disons, et énergétiques. Je prends deux catégories, on peut en prendre que ça. Le prix du pétrole s'est totalement effondré, par exemple, bon, le prix du gaz aussi, etc. Bon. Et le prix de l'électricité, par l'occasion. Bon. Et d'autre part, vous avez aussi un effondrement. Alors, les pays producteurs de matières premières, qui avaient tout misé sur la croissance des prix de leurs exportations de matières premières, aujourd'hui sont en très mauvaise situation. Vous voyez le cas du Brésil, le drame brésilien en ce moment. Il y a un problème de corruption qui va de pair avec ce que j'appellerais, moi j'appelle ça, avec d'autres, la malédiction des matières premières. C'est-à-dire que les pays qui ont la chance, mais en fait c'est peut-être une malchance, d'avoir énormément de matières premières dans leur sol, par exemple, ou matières premières agricoles, comme le cas du Brésil, par exemple, eh bien, sont des pays qui sont extraordinairement vulnérables, d'abord parce que dès que les prix baissent et que leurs ressources diminuent, ils sont en grande difficulté, et d'autre part, parce que ça engendre des phénomènes comme la corruption. Et vous allez en Algérie, producteur d'hydrocarbures, vous allez au Brésil, producteur de denrées agricoles, voilà, on change de Venezuela, on change de pétrole. À chaque fois que vous avez un pays qui est dépendant des ressources d'exportation pour son développement des matières premières, ce pays est corrompu, c'est-à-dire que les élites, quelles qu'elles soient, leur couleur politique, etc., sont complètement corrompues, et d'autre part, ils cèdent à la facilité qui est de ne pas organiser le développement économique du pays en le fondant sur de l'industrie, sur de l'agriculture vivrière, etc. On préfère miser sur les recettes que vont vous procurer la vente du pétrole ou la vente de soja pour le pays, ou que sais-je. Et ça, c'est exactement ce qui arrive à des pays comme l'Algérie ou un peu plus éloigné de nous, le Brésil. C'est dramatique. Et donc, cette baisse des matières premières, c'est un premier point. Mais vous voyez qu'elle est due au fait qu'il y a un effondrement de l'activité chez nous, entre autres. C'est-à-dire qu'on achète moins de produits, on a moins besoin de matières premières, et donc ces pays-là sont en difficulté. Et puis il y a les produits manufacturés. Les produits manufacturés, la Chine n'a pas de matières premières. Elle en importe. Elle importe ses matières premières. Que ce soit les denrées agricoles en grande partie, elle en importe beaucoup, ou qu'elle importe aussi son pétrole, par exemple. Bon. Mais la Chine, par contre, elle est productrice, comme vous le savez, de produits industrialisés, et elle monte le monde avec des produits industrialisés de bas de gamme comme de haut de gamme. Hein. Bon. Eh bien, aujourd'hui, la Chine va très mal parce qu'elle est en situation de surcapacité ou de surproduction. C'est-à-dire qu'elle a surdimensionné son appareil de production parce qu'elle croyait pouvoir vendre toujours plus, face à un commerce international qui se développait. Mais là, le commerce international s'effondre, nous achetons moins de produits chinois, et du coup, eh bien, ils se retrouvent avec des usines qui tournent à moitié, ou même qui sont obligées de fermer, avec donc un appareil de production qui est en mauvais état parce qu'il y a un surinvestissement, et puis après d'investir, donc d'entretenir leur matériel, etc., etc. Donc c'est une économie qui est en mauvais état. Alors, en plus, la Chine est dans une situation qui est dramatique, puisqu'on parlait de la Chine dans le titre, je veux dire, c'est une situation financière absolument dramatique. Enfin, dramatique. On peut penser. Il y avait un article du Monde ce soir, dans ce que vous lisez Le Monde, qui est assez intéressant. Je suis souvent critique du journal Le Monde, mais là, l'article n'était pas mauvais. C'est-à-dire, il disait, oui, il y a un vrai problème. La Chine est un des pays les plus endettés de la planète. L'endettement public et privé, c'est-à-dire ménages, entreprises, collectivités publiques, État, c'est 250% du PIB chinois. Pour vous donner un ordre de grandeur, nous, en France, on est à 150. C'est déjà beaucoup, quand on additionne public et privé. Et le problème, c'est que cet endettement était à 150 il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'il a monté d'une manière incroyable. On parle beaucoup de la Grèce, la dette grecque.
mais on peut parler aussi de la dette chinoise. Parce que qui dit pays surendetté, dit pays qui va être en difficulté pour rembourser sa dette et qui a des banques qui ont prêté aux entreprises ou à l'État qui sont déjà ou qui vont être en difficulté parce qu'elles ne seront pas remboursées en partie. Donc elles ont des bilans qui sont profondément déstabilisés, dégradés à cause de ce surendettement. D'accord ? Et alors, ce qu'il faut dire aussi, ce qui est clair, c'est quand un pays est surendetté, plus le fait qu'il a une croissance qui décélère, qui crée de moins en moins de richesses par rapport à ce qu'il avait l'habitude de créer, eh bien, il a de moins en moins de moyens de rembourser la dette, de ressources à consacrer au remboursement de la dette. Et donc, on rentre dans un cercle vicieux. Et donc, on peut craindre que la Chine soit à la veille de rentrer dans ce cercle vicieux. Alors, je dis à la veille parce que, là, l'article du Monde est bien, parce qu'il dit c'est pas à la veille d'un drame complet du jour au lendemain, mais ça peut arriver simplement. Pourquoi ? Parce qu'en Chine, il y a des atouts. D'abord, c'est un pays extraordinairement puissant, un pays qui a des ressources en termes productifs, même si son appareil de production est surdimensionné aujourd'hui. Et puis, il y a aussi un gouvernement extrêmement fort, et la plupart des banques sont des banques publiques. Et le fait que ce soit des banques publiques, alors certains diront, bah, ça c'est un facteur de faiblesse. Ben non. Le fait que dans un pays, il y ait des banques publiques importantes, surtout dans une période de crise, c'est plutôt une force, à notre avis. C'est-à-dire que, du coup, ces banques n'auront pas des critères de gestion de la dette et du traitement de leurs créanciers, de leurs débiteurs, de la même manière, qui seront les mêmes que si c'était une banque privée. Ils vont accepter des pertes plus facilement, surtout si derrière il y a l'État et la garantie de l'État qui fait que les banques se sont adossées à l'État et se sentent solides. Donc, là, c'est ça qui me fait dire que pour le moment, il n'y a absolument rien de dramatique dans le cas chinois, mais ça pourrait dégénérer, évidemment, si la situation se prolongeait trop. Voilà, donc c'est pour dire que, vous voyez, on a tous ces pays qui sont en très mal en point. Je n'ai pas du tout parlé très peu de l'Europe, peut-être que vous vous intéressez surtout aux pays émergents, c'est les pays qu'on connaît un peu moins bien, puis dont on parle pas mal en ce moment, mais voilà, on prend ces deux géants que sont la Chine et le Brésil, on a deux pays qui sont dans des situations extrêmement difficiles, mais qui sont en même temps extrêmement différents. La comparaison doit s'arrêter là, certainement. Mais en tout cas, au même moment, comme par hasard, ces deux pays qui sont des géants de la mondialisation, les nouveaux géants, les superpuissances de la mondialisation, sont en crise grave. Donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire sur la mondialisation ? Il y a un certain nombre d'économistes ou de politologues qui disent qu'on est en phase de démondialisation. Démondialisation. C'est-à-dire qu'on a eu une phase de mondialisation accélérée, avec une accélération des échanges, développement des relations entre pays, etc. Et maintenant, avec la crise, c'est la fin d'un cycle, peut-être, pour ça que je suis plus dans le contexte du cycle, on peut arriver au point d'étiage, en quelque sorte, de la mondialisation, et on va décélérer, on va avoir moins d'échanges internationaux, moins d'interdépendance des pays, et des pays, encore une fois comme la Chine, vont peut-être se retourner davantage vers leur marché intérieur, dans leurs propres problèmes économiques domestiques, et être moins tournés vers les échanges internationaux, vers la mondialisation. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que là aussi, nous, on est depuis le début, très critiques évidemment à l'égard de cette mondialisation, et je pense que c'est très malsain d'avoir un pays qui exporte autant une partie aussi importante de ses activités vers la France grâce à une main-d'œuvre à vos marchés et les autres pays, et d'autre part, qui mise beaucoup trop sur les échanges internationaux pour se développer. La preuve, c'est quand ces échanges ralentissent, c'est bien le pays n'explique pas trop la situation. Donc, on est peut-être à la fin du cycle de la mondialisation qui a démarré dans les années 70. Alors, ce que les historiens et les économistes disent, c'est que Brodel, par exemple, lui, il dit il a raison, la mondialisation a démarré au XVIe siècle. Donc là, une vision longue, c'est Brodel. Bon, moi, je vais parler plutôt de la période contemporaine, mais tout en étant d'accord avec l'analyse de Brodel. Mais disons qu'il y a des économistes ou des sciences politiques qui disent qu'en gros, il y a eu la première grande mondialisation qui a été au XIXe siècle, avec la première révolution industrielle, et qui est allée jusqu'à la Première Guerre mondiale, d'accord, jusqu'en 1914, donc en gros 1850-1914. Et la deuxième mondialisation, il y a eu une interruption de la mondialisation qui est deux guerres mondiales, 14-18, 39-45, et puis après, la mondialisation a repris et s'est accélérée à partir des années 70. Donc là, on serait dans la deuxième mondialisation. Mais cette deuxième mondialisation n'est-elle pas en train de s'interrompre? Voilà, c'est la question que je me pose.
moi je pense qu'on est probablement arrivé à une étape. Et c'est pas que négatif. C'est-à-dire que nous, on pense qu'on est allé beaucoup trop loin et beaucoup trop vite dans la mondialisation. Alors, il y a des livres passionnants à ce sujet. Je ne vais pas faire la publicité, mais quand les livres sont bons, d'autant plus que c'est pas moi qui l'ai écrit. Donc, mais il y a un petit livre qui est remarquable, que je suis en train de lire, qui s'appelle « De quoi l'effondrement est-il le nom ?» C'est la fragmentation du monde. C'est les éditions Utopia. C'est un livre absolument remarquable, qui est lisible par des gens non experts en économie. Hein. Eh bien, non, ça s'appelle « De quoi l'effondrement est-il le nom ?» Je le mettrai sur la table, vous pouvez lire tout à l'heure si vous voulez. De quoi l'effondrement est-il le nom? Et c'est la fragmentation du monde. Comment c'est? Est-ce qu'on ne va pas vers à travers une mondialisation, interdépendance de plus en plus forte des économies et des sociétés? Est-ce qu'on ne va pas vers un mouvement de fragmentation? Entre parenthèses, il y a du positif et du négatif. Enfin, moi, je ne suis pas attaque, nous sommes altermondialistes, c'est-à-dire qu'on est pour la mondialisation. Et on est pour une autre mondialisation. On n'est certainement pas pour que le repli sur soi, identitaire et autres, que un certain nombre d'organisations, c'est bien, nous vendent. On est absolument opposé à cette idéologie-là, évidemment. Mais si vous voulez, comme on est allé beaucoup trop loin, trop vite et d'une manière malsaine dans cette mondialisation, il était inéluctable que tôt ou tard, selon votre analyse, cette mondialisation soit en crise, et aujourd'hui on y est probablement, et on va peut-être avoir un reflux. Donc la question c'est comment maîtriser ce reflux, comment faire en sorte qu'il soit vraiment, qu'il n'aboutisse pas les crises, ou les éléments de nationalisme exacerbé, que sais-je, etc., qui est évidemment pas du tout ce que nous souhaitons. Et donc, dans ce livre, il y a quelques idées, dont une qui m'a paru très intéressante, qui est la suivante. Parce que ça va un peu contre les idées reçues. Quand vous écoutez, alors, des gens qu'on entend tout le temps dans les médias, malheureusement, comme quelqu'un comme Alain Minc, au hasard, ou Jacques Attali, par exemple. Ces gens-là, ils vous vendent l'idée que la mondialisation est heureuse, c'est ce que disait Alain Minc. La mondialisation, si tout le monde y gagne, c'est gagnant-gagnant, etc. Eh bien, nous, depuis le début, on dit c'est faux. Et hélas, parce qu'on préfère avoir tort, parce qu'on ne veut pas d'une crise, mais ce qui est en train de se passer nous donne totalement raison, c'est que, en fait, on s'aperçoit que cette mondialisation, elle a eu des tas d'effets pervers, qu'il y a eu des tas de laissés pour compte, qu'il y a eu une augmentation des inégalités à l'intérieur de la plupart des pays de la planète, d'accord, et qu'il y a eu des tas de problèmes qui se sont développés du fait de cette mondialisation mal maîtrisée et sauvage. Et donc, montée du chômage massif, par exemple, dans certaines régions du monde, dont l'Europe, etc., etc. Donc, si vous voulez, cette mondialisation, elle pose problème. Et l'idée qui me paraît intéressante, c'est de dire que quand on est trop mondialisé, c'est-à-dire trop ouvert à l'extérieur, on apporte une partie croissante des biens dont on a besoin, que ce soit pour notre alimentation. Et regardez ce que vous mangez tous les jours, et regardez quelle est la part, sauf si vous êtes des gens attentionnés, vous faites attention à ce que vous mangez, ça, mais les gens qui achètent comme ça dans les supermarchés et autres en alimentation, la plupart des produits qu'on achète sont importés. Parfois de pays assez proches, en Espagne par exemple, mais ça peut venir de beaucoup plus loin. D'accord? Donc, prenez maintenant les produits industrialisés que vous consommez. La montre que vous utilisez pour regarder l'heure, votre ordinateur, votre appareil de téléphone et ainsi de suite, ils sont tous produits à l'extérieur. Et même quand vous pourriez acheter un bien, entre guillemets, français, au hasard une voiture PSA, une voiture Peugeot, vous ouvrez le capot, si jamais vous voulez le faire, et vous apercevez que la plupart des pièces sont des composants fabriqués aux quatre coins de la planète. Alors, les partisans du commerce international et de la mondialisation disent « mais c'est formidable, comme ça on a une batterie qui vient de Chine, on a un pneu qui vient de l'Indonésie, c'est moins cher là-bas, c'est formidable. » On ne dit pas que pour les produire on exploite la manœuvre et de la nature, mais ça c'est pas grave. Et voilà, et tout le monde, ceux qui défendent la mondialisation heureuse, ont ce type de discours. Mais un des problèmes, c'est que ça nous rend beaucoup plus vulnérables. Parce que quand on dépend trop, pour son alimentation, pour les produits dont on a besoin tous les jours, d'échanges qui se produisent au bout de la planète, qui viennent parfois de produits qui viennent au bout de la planète, c'est un facteur de vulnérabilité. Parce qu'il faut que les transports marchent bien, donc on dépend de l'énergie, entre parenthèses, parce que ça consomme beaucoup d'énergie. Et puis si jamais il y a des problèmes dans les pays en question, eh bien on ne pourra plus être achalandé, on ne saura plus produire ses biens dans les mêmes conditions, et ainsi de suite. Et donc, ce que nous on prône, par exemple, pour l'alimentation, si je reste sur l'agriculture et l'alimentation, on est favorable à ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire. C'est-à-dire l'idée que les pays, alors ça peut être aussi des régions, enfin pas l'Europe, hein, mais disons un pays, la France, nos voisins européens, mais c'est vrai aussi pour la Chine, c'est vrai pour le Brésil, dont on parlait tout à l'heure, etc.
il faut que chaque pays puisse maîtriser sa consommation alimentaire, à la fois quantitativement et qualitativement. Parce qu'on sait que l'alimentation, c'est la santé, et c'est aussi culturel. Hein, nous, Français, on mange d'une certaine manière, on a une image bien ancrée là-dessus, on boit d'une certaine manière, eh bien, et c'est normal que ce ne soit pas la même chose chez les Italiens ou chez les Chinois, et ainsi de suite. Et donc, la souveraineté alimentaire, c'est absolument nécessaire pour préserver une qualité, pour maîtriser, et aussi pour éviter éventuellement demain des famines. Alors, quand je dis des famines, c'est surtout les pays les moins avancés. En Afrique, par exemple, avec l'ouverture des frontières, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de pays se sont mis à importer des denrées. Au départ, ils étaient contents parce que ça leur coûtait moins cher. Par exemple, le Sénégal, s'est mis à importer du poulet européen ou du riz venant d'Asie. Au départ, ils étaient contents, les Sénégalais, parce que ça coûtait plutôt moins cher. Sauf que d'abord, la qualité, le fameux poulet bicyclette, comme ils l'appellent là-bas au Sénégal, c'est bien meilleur à manger que le poulet aux hormones que nous en vendons. Et aussi le riz qui vient du Laos ou qui vient d'autres régions du monde asiatique souvent, et c'est pas du tout, ça ne correspond pas nécessairement à besoins alimentaires, etc. Et donc quand les produits de matières premières augmentent, par exemple, parce que ça fluctue, eh bien ils se retrouvent parfois en difficulté. Et quand il y a eu une spéculation sur les matières premières alimentaires en 2008-2009, vous avez eu des famines alimentaires, des famines dans certains pays africains les plus pauvres, disons les pays du Sahel. Pourquoi? Parce que ces pays, comptant trop sur le commerce international, les importations sont devenues extraordinairement vulnérables. Donc ce qu'on dit, c'est que la mondialisation excessive, mal maîtrisée, est un facteur de vulnérabilité, sans parler un facteur de mauvaise qualité d'alimentation ou de vie d'ailleurs. Donc, si vous voulez, la démondialisation, c'est peut-être quelque chose qui est assez bon, assez bien pour que ce soit maîtrisé. Mais en tout cas, voilà, c'est un des sujets que je mets en débat ce soir. Je vais terminer par 2 points, après je conclurai. Fin de cycle. Bien, je dirais la fin de l'hégémonie américaine, états-unienne. C'est-à-dire que nous sommes passés, depuis déjà maintenant le début des années 2000, dans une phase du monde, des configurations de nature géographique, où les États-Unis, sous George Bush, étaient encore les États-Unis qui dominaient le monde, qui faisaient la guerre où ils voulaient, comme ils voulaient, etc. Je dirais que les États-Unis d'Obama, vous voyez que c'est quand même assez différent. Même si c'est toujours les États-Unis, il y a bien des égards, évidemment. Mais si vous voulez, on est passé dans un monde où il y a eu les émergents, des grandes puissances comme la Chine, comme le Brésil, dont on parlait beaucoup, et d'autres encore, qui sont montés en puissance, qui sont montés en puissance et qui, aujourd'hui, veulent leur part dans les décisions internationales. Et donc, on est dans un monde, je dirais, plus polycentrique, c'est-à-dire avec plusieurs grandes puissances qui participent à la gestion, ou en tout cas aux rapports de force internationaux. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Parce que rappelez-vous, avant les États-Unis, c'était la Grande-Bretagne. Il y a eu l'ère de la Grande-Bretagne, c'était en gros la première mondialisation, de 1850 à 1914. Les États-Unis ont pris le relais à partir de la Première Guerre mondiale. Et puis maintenant, peut-être qu'on est dans un monde non plus unipolaire, ou avec une puissance hégémonique, un hégémon, mais avec une pluralité de pays. Alors ça peut être bien ou mal. Enfin, pour nous, c'est plutôt bien, mais il y a ce que les économistes ou les politologues appellent la stabilité hégémonique. C'est-à-dire quand il y a un hégémon qui domine, les autres se tiennent à carreau et il impose sa stabilité. Ça a été la Pax Americana au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc les autres se tiennent à carreau et du coup il y a une stabilité politique dans le monde relatif. Subie certes, mais elle est réelle. Aujourd'hui on est rentré dans un monde où il n'y a plus cette stabilité hégémonique, il n'y a plus un hégémon, mais une pluralité de grandes puissances qui se disputent le gouvernement de la planète, et du coup ça crée de l'instabilité. Ce qui fait qu'aujourd'hui on est dans une nouvelle phase, c'est pour ça qu'on est vraiment en transition vers un nouveau régime. On est dans une nouvelle phase où il y a des grandes puissances qui, tant bien que mal, essaient de négocier, de trouver un compromis. Jusqu'ici d'ailleurs on a évité les guerres, quand même il faut le dire, bon c'est très important, mais ça reste des conflits, des tensions présentes. Regardez les relations entre la Russie d'un côté par exemple et les États-Unis. Un exemple. C'est des relations de forte tension permanente, qui peuvent être très dangereuses, qui peuvent dégénérer dans des guerres, parfois locales, en Ukraine, ou la Crimée, donc c'est des choses assez dangereuses. En tout cas, c'est un élément nouveau. Bon. Et puis, alors, dernier point de cette fin de cycle, je vais peut-être choquer certains d'entre vous, je ne connais pas vos idées politiques à ce sujet, mais c'est ce que j'appellerais la question de la remise en cause du rôle des États-nations. Les États-nations, la France est un État-nation, les États-Unis sont un État-nation, le Japon, ainsi de suite.
sont des États qui se sont développés à partir surtout à partir du 19e siècle, même s'il y en a eu avant, en Grande-Bretagne. Mais il y a eu une vague où un des changements majeurs de la mondialisation, du monde, ça a été l'émergence et la mise en place d'États-nations. Qu'est-ce que c'est qu'un État-nation? C'est un État plus ou moins démocratique, dans lequel il y a un pouvoir politique qui est capable de maîtriser la monnaie, maîtriser la fiscalité, qui est capable de faire une politique économique, qui a une défense, une armée, etc. etc. Ces États-nations ont joué un rôle extraordinairement important et même positif à bien des égards dans le développement notamment de l'après-guerre. Il y a eu des guerres, je veux dire. Et si on raisonne sur l'après-guerre, depuis les années 45, ces États-nations ont joué un rôle important. Par exemple, la protection sociale, qui a commencé cette année en Grande-Bretagne. On dit souvent que c'est des Français qui l'ont inventé, mais c'est pas vrai. C'est en Angleterre que ça a commencé, mais ça c'est beaucoup développé en Europe continentale, en France et en Allemagne. C'est les États-nations qui l'ont mis en place. Donc les États-nations ont eu un rôle très positif dans notre mode de vie et notre bien-être, nous en tant qu'Européens par exemple. Donc ça c'est clair. Et bien aujourd'hui avec la mondialisation, l'ouverture des frontières, eh bien on a des États-nations qui sont en difficulté. C'est des changements. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus le pouvoir, la capacité à influer, à prendre des décisions, à imposer des décisions qu'ils pouvaient avoir prenons deux domaines. La monnaie, parce que même si on n'est pas dans une zone euro, même si on a sa monnaie comme la Grande-Bretagne, par exemple, la monnaie britannique, la livre sterling, elle dépend beaucoup de ce qui se passe sur le dollar, par exemple, sur l'environnement international. Donc la maîtrise monétaire d'un pays comme le Royaume-Uni sur sa monnaie est bien plus limitée que au XIXe siècle, par exemple, quand la livre sterling était la monnaie clé, la monnaie du système monétaire international. Un autre domaine d'actualité, c'est la fiscalité. Regardez ce qui se passe avec la concurrence fiscale, l'évasion fiscale dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Eh bien, les États maîtrisent de moins en moins leur fiscalité, c'est-à-dire leur capacité à collecter l'impôt dans les bonnes conditions pour pouvoir financer leur politique publique. Donc là aussi, remise en cause dans les attributs majeurs des États, la fiscalité. Dernier domaine, le droit constitutif de l'État-nation, le droit national, le droit français, le droit allemand, le droit, etc., le droit britannique. Bon. Le droit lui-même est aujourd'hui de plus en plus gouverné, influencé par ce qui se passe dans les autres pays. Par exemple, regardez le cas de ce qu'on appelle l'extraterritorialité. Les États-Unis imposent des règles qui sont édictées par la loi américaine, états-unienne, mais qui s'imposent dans le reste du monde. Parfois, d'ailleurs, pour le mauvais comme pour le meilleur. Pour le meilleur, pour lutter contre l'évasion fiscale, ils ont une loi qui oblige toutes les banques dans le monde, donc ce ne sont pas les banques américaines, suisses par exemple, d'informer les autorités fiscales américaines des fonds qu'elles collectent qui proviennent de ressortissants américains, pour éviter que ces ressortissants américains échappent à l'impôt. Ce qui pour moi est une très bonne chose d'ailleurs, en parenthèse. Je souhaiterais que les Européens fassent pareil, malheureusement on n'en est pas capable. Et donc voilà, c'est pour dire que le droit, même le droit qui est l'apanage des États-nations, est en difficulté. Alors, aujourd'hui, on est dans un monde que je qualifierais, pour la gouvernance, on prend un mot trop à la mode, enfin, la mondialisation dans ce qu'on appelle l'intergouvernemental. C'est-à-dire que l'essentiel des décisions qui sont prises à l'échelle internationale, prenez le G20 par exemple, vous prenez l'OCDE, vous prenez le Fonds monétaire international, ces grandes instances internationales, en fait, ce n'est pas des instances supranationales qui imposent leurs décisions aux États, contrairement à ce que nous disent les souverainistes ou les nationalistes, c'est faux. En fait, ce sont des institutions très largement intergouvernementales. En tout cas, peut-être pas pour les plus petits pays, mais pour les pays de taille moyenne et grande, moyenne comme la France par exemple, ils peuvent très bien faire prévaloir leur point de vue, et en général, il ne se prendra pas de décision contraire à leurs intérêts, surtout quand tous ils font partie du Conseil de sécurité des Nations Unies, où là, ils ont un pouvoir aussi très important. Donc, si vous voulez, la mondialisation aujourd'hui, elle est gouvernée de manière intergouvernementale par des États-nations. Or, ce que nous disons, nous, alors ça, c'est l'intermondialiste qui parle, c'est qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, il y a des besoins nouveaux qui sont apparus. Ce que nous appelons souvent les biens publics mondiaux ou les biens communs mondiaux. J'en donnerai deux exemples, donc on va en prendre beaucoup plus. Le climat et la stabilité financière. Pour nous, ce sont deux éléments qui sont majeurs pour le bien-être des populations et qui sont des biens publics mondiaux. Prenez le climat, ça n'a pas de frontières. Malgré ce qu'on a pu faire fort au moment de Tchernobyl, les questions climatiques ne s'arrêtent pas aux frontières. Les questions de pollution et autres, qu'elles soient radioactives ou pas. On voit bien, alors qu'est-ce que c'est qu'un bien public mondial? C'est le fait que
selon la théorie économique, on dira que c'est un bien public parce qu'il ne peut pas être régulé par les marchés et les acteurs privés seuls. Et qu'ils doivent être maîtrisés, régulés par des acteurs publics. Mais comme ils sont mondiaux, l'idéal, ça serait que ce soit un gouvernement mondial qui les gouverne. De même qu'il y a des biens publics nationaux, comme par exemple l'éducation en France, qu'on a décrété comme un bien public français, qui est géré par l'État, c'est une très bonne chose. Mais à partir du moment où c'est un bien qui est au-dessus de nos frontières, qui dépasse nos frontières, alors il faudrait avoir des institutions capables de le gérer. Or, comme on est dans l'intergouvernemental, que chaque pays pense à ses intérêts propres avant de penser à l'intérêt général, qui est le propre du public, normalement d'intérêt bien public, et bien aujourd'hui il y a un vrai problème dans cette mondialisation, c'est qu'on n'a pas été capable, et c'est très difficile, hein, c'est pas une critique, c'est un constat, on n'a pas été difficile de se doter d'institutions suffisamment puissantes ou suffisamment en mesure de prendre des décisions dans l'intérêt général au-dessus des États. On pourrait qualifier d'institutions supranationales. Alors évidemment, quand je dis ça, je pourrais tout de suite rajouter, ça sera d'ailleurs un élément de ma conclusion, il y a la question de la démocratie qui est très importante dans tout ça, parce que si c'est un dictateur qui un jour s'impose dans le monde supranational, on ne sera pas particulièrement content. Donc ce qu'il faut, c'est que ce soit un acteur supranational démocratique, avec des éléments de démocratie, évidemment, de contrôle donc, de la part des pays ou des citoyens, etc. Et on voit bien qu'aujourd'hui, l'impasse relative de la mondialisation, notamment du fait qu'elle génère des biens publics mondiaux, eh bien, c'est qu'on n'a pas les institutions politiques, économiques, etc., juridiques, qui vont avec cette nouvelle forme d'organisation de l'espace international. Donc ça, c'est un point qui est en discussion. Alors, il y a les souverainistes, ceux qui défendent à tout prix la dimension nationale, qui vont dire non, surtout pas de dimension supranationale ou internationale, parce qu'on va faire de notre souveraineté. Et moi, je pense que nous pensons que c'est une mauvaise façon de poser le problème. Même si on doit, j'y reviendrai tout à l'heure, garder des éléments de souveraineté nationale, il ne s'agit pas de détruire toute la souveraineté nationale, mais en tout cas, il faut accepter de transférer à un niveau plus élevé les éléments de souveraineté si l'on veut gérer, dans l'intérêt général, des biens publics mondiaux, par exemple. Donc ça, c'est un point qui paraît très important. Et vous voyez que du coup, les États-nations sont en difficulté, sont en porte-à-faux par rapport à cette mondialisation. Même si demain, il y a des mondialisations, il y aura toujours besoin de gérer des biens publics mondiaux, l'instabilité financière, les questions fiscales, et on pourra en prendre d'autres encore, même la stabilité géopolitique, hein, tout simplement, la paix, tout simplement, c'est considéré comme un bien public mondial, bien ça implique qu'il y ait des institutions, des formes d'organisation nouvelles, autres que les États-nations, complémentaires aux États-nations, qui se mettent en place, et bon, aujourd'hui, on n'a pas trouvé la solution. Je peux le dire, c'est vraiment un problème. Alors, je vais terminer, ça sera ma conclusion. J'ai intitulé ma conclusion des nouveaux horizons pour l'interrogation et des basculements en cours. C'est-à-dire, quand je vous ai parlé de fin de cycle, nous pensons que nous sommes, alors avec d'utiliser le mot de celui qui est devenu très à la mode, l'effondrement. Alors, pourquoi l'effondrement? Parce que il y a un livre qui est passionnant, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais sur les questions de l'effondrement, vous connaissez peut-être je pense que c'est un historien, géographe qui s'appelle Diamond, qui a écrit un livre qui s'appelle The Fall, la chute. Il a étudié toutes les civilisations qui se sont effondrées. Effondrement en français. Voilà, et il y a peut-être un nom français qui s'appelle l'effondrement. Je vais voir qui me fait en anglais, donc c'est ça. L'effondrement, le collapse. Non, c'est The Fall. Enfin, peu importe. Le collapse, ça peut traduire aussi le collapse. L'effondrement. Diamond. Et ce livre, il a étudié par exemple la civilisation de l'île de Pâques. D'accord? Pourquoi est-ce qu'elle s'est effondrée? Non, mais ce qui s'est passé sur l'île de Pâques et ce qui nous vient, parce que l'île de Pâques c'est tout petit, c'est un microcosme, etc. Mais l'île de Pâques s'est effondrée parce qu'à un moment donné, il y a eu une surexploitation, pour des raisons d'ailleurs pas uniquement économiques mais religieuses, des arbres, de la végétation, qui s'est totalement, qui a complètement disparu. Et d'autre part, il y a aussi c'était profondément égalitaire, et donc il y avait beaucoup trop d'esclaves par rapport au reste de la population, ça fait garder des équilibres politiques, etc. Donc, peu importe, il y a des causes de varier. Et donc, ce qu'on pourrait dire, c'est que nous, demain, supposons que la planète continue de surconsommer ces ressources, de contribuer à un réchauffement climatique accéléré, etc., là, on pourrait très bien se trouver dans une situation où on a un effondrement de la civilisation humaine, tout simplement. Il y a des gens, c'est en partie la thèse de ce livre, mais il y en a d'autres qui écrivent ça, qui disent, évidemment, c'est très pessimiste, et puis ça peut paraître très lointain, mais c'est pas à exclure. Si l'environnement est tellement dégradé que plus accueillir l'espèce humaine,
c'est un effondrement de la civilisation humaine, point barre. Et donc voilà. Alors sans aller jusque-là, je pense qu'aujourd'hui on est dans une phase, on peut dire qu'on est dans une phase de basculement, si on admet l'hypothèse que j'ai évoquée tout à l'heure, qu'on est en fin de cycle. C'est-à-dire qu'on passe dans un nouveau régime. Alors, la question c'est quel est ce nouveau régime et comment y arriver. Nous, en tant qu'intermondialistes, évidemment, on se bat pour que ce basculement aille vers un système plus équilibré, plus favorable à l'espèce humaine, à l'homme, mais aussi au bien-être des populations. Et donc ça implique un système dans lequel il y a réduction des inégalités, donc des politiques de réduction des inégalités, qui est des politiques aussi beaucoup plus rigoureuses par rapport aux questions écologiques. Et puis, je voudrais terminer par le sujet qui est important, qui est vraiment d'actualité, c'est la question de la démocratie. Ça paraît, il ne peut pas y avoir de transition vers un nouveau régime satisfaisant si on ne se pose pas dès maintenant la question de la démocratie, c'est-à-dire qui contrôle, qui décide, qui contrôle, ceux qui prennent les décisions, et ainsi de suite. Et nous pensons que, par exemple, les mouvements sociaux qui se produisent dans un certain nombre de pays, dont la France, ces derniers temps, sont tout à fait intéressants, qui sont probablement trop petits pour dire qu'ils sont annonciateurs encore de changements massifs dans le futur, mais en tout cas, ils sont quand même peut-être le début de quelque chose d'intéressant, en tout cas c'est ce que nous pensons, sur les questions de la démocratie. Si vous allez à la République voir comment fonctionne les nuits debout, si vous ne l'avez pas fait, je vous engage à le faire, c'est très intéressant. Vous voyez comment ceux qui sont là travaillent, discutent ensemble pour inventer de nouvelles formes de démocratie, de contrôle citoyen sur la société, dans tous les domaines, l'écologie, l'économie, l'éducation, la culture et ainsi de suite. Et bon, les mouvements qui sont passés dans d'autres pays, prenons Occupy Wall Street aux États-Unis, c'est très intéressant. Ça a eu un effet tout à fait important sur la population américaine. On peut penser d'ailleurs que comment il s'appelle, Corbyn, c'est pas le candidat américain, non, Sanders. Le succès de la candidature Sanders du côté démocrate dans les primaires est une conséquence d'Occupy Wall Street. En tout cas, c'est l'analyse que certains font et que je suis tenté de faire. C'est-à-dire qu'il y a eu un mouvement de fond très important aux États-Unis, notamment chez les jeunes, mais pas que, qui a remis en cause la manière dont la société fonctionne, notamment sur le plan des institutions politiques, et qui, aujourd'hui, veut autre chose, veut un autre mode de gouvernement. Vous voyez les indignés en Espagne, c'est pareil, vous avez un mouvement qui s'est développé en réaction contre le pouvoir politique et financier dominant, et qui veulent d'autres formes de démocratie, d'autres formes de contrôle citoyen sur la société, d'autres valeurs aussi, pas la valeur de l'argent, mais la valeur du bien-être, du dire, comme dit l'Amérique latine, etc. Donc je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se passer, même si ça peut apparaître à certains comme étant encore marginal, ce que nous ne pensons pas, nous, mais c'est vrai que ça ne concerne pas la majorité de la population de loin, mais ça, c'est des idées qui sont en train de se diffuser en profondeur. Et si ça se développe simultanément dans un certain nombre de pays, ça paraît un arabe, plutôt mal tourné d'ailleurs, on l'a fait par hélas, eh bien, on voit qu'il y a une inspiration des populations sur les différents continents, les États-Unis, Europe, le Moyen-Orient, ou en tout cas au Maghreb, où on voit que les habitants, les citoyens veulent changer le système, veulent que ça bouge. Et je pense que donc cette question de la démocratie, nous devons la poser, nous, citoyens, ne pas se contenter de voter tous les 4 ou 5 ans, considérer qu'on a accompli notre devoir de citoyen, c'est absolument impossible. Parce que la démocratie représentative est nécessaire, mais elle est profondément insuffisante et surtout, aujourd'hui, elle est en crise en plus. C'est-à-dire qu'elle est malheureusement, par le comportement d'un certain nombre de ses représentants, elle est discréditée, et des gens élus qui font le contraire de ce qu'ils font une fois qu'ils sont élus, par exemple, eh bien, ce genre de choses fait qu'il y a un discrédit, et donc il faut repenser la chose politique et la question de la démocratie. Donc je m'arrêterai là. Je ne pense pas avoir répondu à toutes les questions que vous posez tout à l'heure, mais je pense que voilà, il y a des pistes qu'on peut peut-être sur lesquelles on peut discuter. Et je serais ravi d'essayer de répondre aux questions. Collectivement d'ailleurs, on répond aux questions. Voilà. Je vous remercie. Ah, je vois une main. Par rapport à la mondialisation, il y a quand même une première mondialisation avant les deux que tu as citées. Oui. Voilà, c'est quand même, on retrouve en fait du lapis-lazuli d'Afghanistan 7000 km au-delà,
dès le 3000 avant Jésus-Christ en fait. Donc en fait, il y avait déjà des circuits économiques très forts à l'époque, qui étaient réguliers, mais qui étaient bien sûr beaucoup moins rapides et plus progressifs, c'était voilà, pas les mêmes moyens. Et puis tout ça, ça se termine en gros au XVIe siècle, parce que au XVIe siècle, il y a une explosion complète, je crois, au niveau des échanges, avec la conquête de l'Amérique, etc. Et puis vraiment l'intensification avec l'Inde, Malaisie, tout ça. Mais en fait, la première mondialisation, elle est un peu... et alors, elle concerne beaucoup de denrées très chères, en fait. Voilà, en fait, les pierres précieuses, des choses qui ne sont pas très lourdes à porter obligatoirement, mais qui ont une valeur. Les épices, notamment. Deuxième chose, je vais dire, j'ai lu dans Alter Eco, il y a un mois ou deux, que une des façons de forcer les grosses multinationales à payer leurs impôts normalement, c'était déjà de faire ce que je crois les États-Unis font de temps en temps, c'est de refuser, enfin, d'imposer à ces grosses multinationales de payer leurs impôts normalement ou de partir du pays, c'est-à-dire de ne plus pouvoir vendre leurs produits ou services dans le pays. Donc si la France commençait par, ou l'Europe au niveau plutôt européen bien sûr, à réfléchir à ces modes de pression sur les gros groupes, je pense que ce serait peut-être intéressant que voilà, il faut simplement avoir un peu un rôle politique à un moment donné pour imposer une pratique juste normale. Enfin, c'est pas possible qu'on accepte un détournement fiscal lorsque l'argent est fait ici. Starbucks n'avait pas payé d'impôts en France pendant des années, je crois. Je crois qu'il y a eu une affaire récente avec les sandwichs américains, McDo, voilà. Bon, tout ça, en fait, on se demande pourquoi ça ne va pas plus vite, quoi. Alors qu'il y aurait un moyen très simple de leur faire comprendre les choses, c'est de bloquer carrément leur activité en disant, bah, pas. C'est une idée que j'ai trouvée assez simple et je pense très efficace pour dire à ces gros groupes, bah, allez planter vos choix ailleurs. Si vous ne voulez pas accepter une pratique fiscale. Question plusieurs à la fois. Plusieurs ? Oui, d'accord, ok. C'est-à-dire que le danger, s'il y a une question, c'est que je risque de ne pas répondre, oublier. Je préfère faire des réponses brèves. Et puis, tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit sur la mondialisation. Hein, d'ailleurs, on peut remonter encore au-delà de ce que fait le modèle, on peut remonter 3 millénaires avant notre ère. Hein. Il n'y a pas de problème, mais c'était quand même un commerce d'une nature extrêmement différente. Donc là, quand on parle de la mondialisation avec toute cette perversion, on pense surtout à la mondialisation, les deux dernières mondialisations, celle du 19e siècle, qui a été terminée en 1914, et celle qui s'est produite après la Seconde Guerre mondiale, qui peut-être, on ne sait pas, en train de se terminer, ou en tout cas qui est en train de s'affranchir aujourd'hui. Bien sûr, on peut avoir un regard très long. Alors, pour les multinationales, vous savez, on est tout à fait d'accord. Le problème, c'est en politique. Et par rapport à l'utilisation, c'est la question des rapports de force. La France, ce n'est pas les États-Unis. Donc, et même les États-Unis, le président des États-Unis, quand il est face à des multinationales, je ne l'excuse pas, hein, mais il ne fait pas exactement ce qu'il veut. Pourquoi ? Parce qu'il a des lobbies. Qui sont les lobbies qui sont présentés au Congrès américain, par exemple, et qui font une pression permanente pour permettre d'avoir une législation fiscale extrêmement laxiste, et qui leur permettent ensuite de planquer leur argent où ils veulent. Sauf que récemment, Obama s'est énervé, parce qu'il y a une entreprise, dont j'ai oublié le nom, qui a voulu mettre son siège en Irlande. Je ne sais pas si vous avez vu, tout ça peut se faire racheter par une entreprise 10 fois plus petite, irlandaise, pour être localisée en Irlande, où on paye un impôt sur les sociétés à 12,5%, alors qu'aux États-Unis, on est à 20 ou 30. C'est trop petit d'entreprise. Donc voilà. Simplement, aujourd'hui, je dirais que la taille française n'est pas la bonne taille pertinente, ça serait la taille européenne. C'est-à-dire l'idée, ça serait que, évidemment, ça rend la chose plus difficile, mais qu'au moins, il y a un groupe de pays en Europe, on peut faire ce qu'on appelle des coopérations renforcées. C'est un groupe de pays, si possible, les plus grands, qui se mettent ensemble. Si la France, l'Italie, l'Espagne se mettaient ensemble, eh bien, décider, les Anglais ne viendront jamais là, ce truc-là au départ, parce que lui, c'est le principal paradis fiscal de la planète, donc ils ne le font pas, mais c'est des pays qui se mettent ensemble, des gros pays si possible, et disent, voilà, on va imposer des règles, et on va dire à des multinationales, si vous ne payez pas vos impôts chez nous, vous n'aurez plus le droit de venir travailler chez nous. Mais vous voyez, pour ça, il faut une volonté politique et un rapport de force politique. Et nous, on est tout à fait pour, mais on pense que nos dirigeants
qui sont plus sous l'influence des lobbies que sous l'influence des citoyens, eh bien, écoutent plus les lobbies que les citoyens. Donc, ça veut dire que nous avons un travail à faire comme citoyens, entre parenthèses, nous organisant dans des associations, attaques les nôtres, peu importe. Il faut se mobiliser, il faut faire pression, et ça commence à porter. Hein. On voit aujourd'hui des choses qui se produisent, qui commencent à avoir une influence sur le comportement des dirigeants. Prenez le cas des lanceurs d'alerte, sujet d'actualité aussi, avec le procès en ce moment d'Antoine Deltour, hein, pour l'affaire LuxLeaks. Regardez les Panama Papers aussi. Ben, vous voyez qu'il y a des gens qui ont le courage, des citoyens, le courage de s'exposer à des peines énormes, de prison et d'amende, bien qui dénoncent des agissements de compagnies, hein, d'entreprises multinationales ou de banques, et qui permettent ensuite d'obliger les gouvernements à légiférer autrement, à reculer sur le laxisme, etc. Donc je pense que la balle est très largement dans notre camp. Si on compte sur les autres, rien ne se passera. Donc, voilà, il faut agir ensemble. Oui. Oui, je voulais surtout vous demander d'approfondir éventuellement en 2 mots un certain nombre de choses que vous avez dites, et puis je remarque par ailleurs. Sur la mondialisation en tant que chose de très longue durée avec des moments d'accélération, il y a cette très jolie formule de Marx qui dit que la mission, dans son vocabulaire, la mission historique de la bourgeoisie était de constituer le marché mondial, et il ajoute « depuis que la Terre est ronde, c'est chose faite ». Mais la première chose que je voudrais voir approfondir, c'est cette histoire des rapports avec les crises de 1873 et 1939, parce que des choses comme un grand courant de libéralisation à tout va, un grand développement des inégalités, des tensions politiques, sociales et géopolitiques, ça me fait penser aux années 80, qui ne se sont pas achevées par une crise de cette dimension-là. Et donc le facteur explicatif est un petit peu rapide. Et en 2 mots, est-ce que ce que vous évoquez, c'est ce qu'on appelle les cycles contractifs, les fameuses ondes longues, ou est-ce que c'est une autre manière de bon, ça peut donner en 2 mots. Ensuite, l'évocation de la transition vers un nouveau système, etc. J'ai le sentiment qu'on a un problème d'analyse du système lui-même. Et nouveau système, ça peut toujours être aussi nouveau système à l'intérieur du système, nouvelle modalité du même système, etc. Mais si l'on a bien affaire à une crise systémique, ne doit-on pas dire que c'est la crise systémique du capital, c'est-à-dire d'un certain régime d'accumulation, d'un mode de production qui fonctionne à la recherche du profit permanent, etc., ce qui ne se limite pas à la question du poids plus ou moins grand des instances financières. Et donc, y a-t-il un passage vers quelque chose qui puisse ne pas être simplement un reculer pour mieux sauter, et n'est-ce pas la mise en cause du fonctionnement même des sociétés fondées sur l'exploitation, hein. C'est le tropisme de vieux marxiste que de dire ça. Voilà, bon, je vais être assez long comme ça, je laisse les autres questions pour moi-même. Non, mais alors, les années 80, on a assisté à un certain nombre de facteurs que j'ai énumérés pour caractériser les grandes crises, la montée des inégalités. On n'a pas eu des crises financières aussi graves. Là, il y a eu une crise boursière en 1987, par exemple. Il y a eu une crise des nouvelles technologies en 2000, 2001, mais qui n'ont pas été aussi importantes. Hein. Donc, ça manque un peu. Il n'y a pas eu des facteurs de rationalisation du capital, un marxisme aussi important dans cette période-là, parce que les économies tournaient plutôt à plein régime. Donc voilà, ce que je pense, c'est que là, c'est toujours dangereux de dire, voilà, on va prendre 3 grandes crises, et on va essayer de montrer qu'elles ont des points communs. Il se trouve quand même que ça marche assez bien, je trouve, moi. Je peux ne pas être d'accord. Je pense qu'on a là 3 grandes crises du capitalisme. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 formes de capitalisme très différentes dans la fin du XIXe siècle, dans les années 20-30, et puis dans la période contemporaine. Moi, je fais partie des connus, je suis marxo-keynésien, j'aime bien l'école de la régulation, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une école qui essaie de combiner plusieurs approches théoriques, donc je ne rejette pas la dimension marxiste à long terme, hein. Simplement, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une diversité des capitalismes. Aujourd'hui, par exemple, dans l'espace, le capitalisme chinois n'a pas grand-chose à voir, même si c'est du capitalisme.
quoique certains le disent que ce n'est pas du capitalisme. Nous pensons que c'est du capitalisme de l'État, par exemple, qui est très différent du capitalisme américain, capitalisme de marché, capitalisme libéral. En Europe, on aura un continental, on aura une autre forme de capitalisme. Il y a un économiste français qui s'appelle, qui est mort maintenant, donc on peut parler au passé, Michel Albert, qui a été commissaire du plan, notamment à un moment, qui a écrit Capitalisme contre capitalisme. C'était le capitalisme rhénan, c'est-à-dire en gros allemand, franco-allemand, contre le capitalisme anglo-saxon. Donc ce que je crois, c'est qu'il y a des capitalismes qui se succèdent dans l'histoire, avec des formes différentes. Alors maintenant, chaque capitalisme a connu des phases de crise. La crise actuelle, il y a deux hypothèses que je n'ai peut-être pas assez développées. La première hypothèse, c'est de dire que c'est la crise d'une certaine forme de capitalisme qu'on appelle, nous, le capitalisme financier, dominé par la finance mondialisée. Et puis l'autre hypothèse, qui est celle qui pour un marxiste qui apparaîtrait très optimiste, ça serait la crise générale du capitalisme. C'est-à-dire que demain, on va avoir un autre système économique. Moi, je suis un peu sceptique, c'est-à-dire que, hélas, le capitalisme a fait preuve d'une résilience dans son histoire extraordinaire, et donc je ne suis pas prêt à mettre ma main au feu de considérer que la crise actuelle, c'est la crise du capitalisme avec un grand C, devant conduire à la fin du capitalisme, devant à une échéance relativement rapprochée. Je pense que ce système, un jour, aucun système économique n'est éternel, comme l'a démontré Marx lui-même d'ailleurs, et donc l'idée c'est clair, on est d'accord là-dessus, mais je ne serais pas capable de vous dire qu'on est à la fin du capitalisme. Je pense que, regardez aujourd'hui les réactions des dirigeants, des élites qui tiennent nos pays, que ce soit la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne et tout, ils ont quand même les choses assez bien en main pour le moment. Et donc, ils font des réformes qui approfondissent le capitalisme et sa logique. Et donc, on n'a pas l'impression que ce système va s'effondrer, que le rapport de force politique va, parce que c'est le rapport de force, pour ça, va être tel que demain, ils vont devoir quitter en courant le pouvoir et laisser la place au peuple. Même s'il y a des éléments annonciateurs de nouvelles formes de démocratie. Et ça, c'est... Voilà, donc, de ce point de vue-là, je serais un peu plus détaillé. C'est Wallenstein qui a écrit un bouquin. Lui, dès le début de la crise 2008-2009, il a dit c'est la fin du capitalisme. Voilà, je crois qu'il s'est trompé. C'est pas dire ça. En revanche, c'est probablement la fin de ce capitalisme-là, mais qui pourra renaître, hélas, de ses cendres. Alors, par contre, ce qu'on dit, ce qui est important, c'est que ce capitalisme-là, et le capitalisme en général, a un gros problème qui va peut-être amener sa chute, finalement, à un moment donné, c'est la question de l'écologie et des limites de la planète. Le capitalisme fonctionne parce que c'est un système qui a besoin d'une accumulation sans fin, sans limite. À partir du moment où il rencontre les limites de la planète, de la nature, et qu'il a totalement exploité cette nature et qu'il n'y a pas de renouvellement possible, alors peut-être que, même c'est ce qu'on pense, ce système devra s'effondrer. Et que du coup, se mettra en place un nouveau système qui, lui, est un système fondé sur la sobriété, le respect de l'environnement, les égalités, etc. Le contraire de l'exploitation. Mais pour le moment, on n'en voit pas encore, malheureusement, tout à fait les prémices. Peut-être que je suis trop pessimiste. Hein. Oui. La première, on parlait de supranationalité, mais quelle serait l'extension à faire par rapport à l'ONU, par exemple, sur les différentes composantes pour un raisonnement de cette supranationalité. Et d'autre part, on parlait du capitalisme, de la fin de l'évolution centrale, mais on passe aussi la fin de l'esclavage. Quand on parle de la main du capitalisme, de la régulation du marché, toutes les analyses avant cette époque étaient basées sur le fait que on avait des régulations du marché, mais on omettait toujours de dire que derrière il y avait fondamentalement en creux toute l'exploitation esclavagiste. Donc ça fait partie des fondements du capitalisme. Et je pense que ça aussi c'est une composante dont on ne parle pas. Et quand on parle des salaires extrêmement bas, on n'est pas au niveau d'esclavage, mais ça c'est quelque chose de très important. Donc est-ce que ça c'est quelque chose qui rentre dans les composantes de l'analyse de cette fin du capitalisme? Peut-être d'avoir des salaires qui devraient être davantage régulés. Ah oui, enfin, j'ai pas assez assisté. D'ailleurs, Donald Trump est en train de reprendre les idées de Sanders là-dessus. C'est ça, oui. C'est ça que le Front National en France reprend un certain nombre d'idées émises par des mouvements ou des partis qui sont situés à gauche. Hein. Ça, c'est un classique. Hein. Mais non, les inégalités sont
et certaines formes d'esclavagisme qui existent toujours aujourd'hui sont partie prenante du système. Parce que c'est un système qui est fondé sur l'exploitation et la domination. Donc voilà, c'est sûr que ça prend des formes différentes selon les périodes. Mais bien sûr, je pense que c'est un élément absolument central. C'est-à-dire que l'analyse qu'on fait, c'est que le capitalisme actuel, notamment, a besoin, fonctionne sur, toujours, mais peut-être plus aujourd'hui qu'hier encore, fondé sur l'exploitation du travail, mais aussi de la nature. Ce qu'on oublie, ce que Marx n'a pas, même si c'est pas absent de chez Marx, mais je pense qu'il n'a pas assez insisté, ce sur quoi nous insistons aujourd'hui en tant que citoyens du XXIe siècle, c'est le fait qu'il y a cette double exploitation du capitalisme qui est nécessaire à son fonctionnement. Et à la fois il exploite le travail et aussi il exploite la nature et l'environnement. Ça c'est important de bien insister sur cette deuxième dimension. Les deux sont liés d'ailleurs évidemment, parce qu'on ne comprendrait pas ce qui se passe aujourd'hui et les crises qui sont au-devant de nous demain si on n'avait pas cette double dimension. Alors l'ONU. Alors, quelle réforme? C'est clair que l'ONU est le meilleur candidat pour développer des éléments de supranationalité dans le monde aujourd'hui pour pouvoir essayer d'imposer des règles conformes à l'intérêt général et non pas à l'intérêt de tel ou tel État. Quelle réforme? Par exemple, il faudrait bannir, supprimer le Conseil de sécurité, qui est où une unité de pays ont des pouvoirs exorbitants de veto, par exemple. Il faudrait avoir une ou deux assemblées générales, une assemblée où ce serait les citoyens qui voteraient de toute la planète ou des élus, pas par pays. Donc on aurait par exemple, je sais pas, 500 élus qui se présenteraient de toutes les nationalités et on voterait, nous Français, on peut voter pour un Pakistanais ou pour un Centriste. Ce qui compte, c'est ce qui compte, c'est les idées politiques qui défendent, la vision de la société qui défend. Donc ça serait une vraie chambre du peuple, des peuples. Et puis il faudrait aussi, comme c'est ici, garder la chambre par pays. Mais en donnant, évidemment, probablement des pouvoirs différents, plus importants, à cette chambre. Voilà. Il faudrait, alors ça c'est une proposition par exemple de quelqu'un comme Jacques Delors, un Deloriste particulier, mais ça c'est intéressant, un conseil économique et social par exemple, qui pourrait être créé, c'est-à-dire un conseil qui serait là pour prendre en charge, alors on pourrait dire conseil économique, social, environnemental comme en France, mais avec plus de pouvoir, c'est-à-dire qu'il serait en mesure de se saisir des questions économiques, sociales, environnementales mondiales, éventuellement se saisir ou être saisi par des citoyens ou par des acteurs de la mondialisation pour pouvoir statuer et éventuellement porter au grand jour certains abus. De même qu'il faudrait que toutes les organisations internationales soient rattachées aux Nations Unies. Le Fonds monétaire n'est pas rattaché aux États-Unis, la Banque mondiale n'est pas rattachée, l'OMC n'est pas rattaché aux Nations Unies. Il faut absolument qu'il y ait une Nations Unies qui soit vraiment, comme c'est l'organisme universel, c'est la Charte des droits de l'homme, c'est vraiment cette organisation-là qui devrait être le creuset de toutes les l'acteur qui coordonne toutes les activités des organisations internationales. De même qu'il faudrait par exemple créer une nouvelle organisation indépendante des Nations Unies comme une organisation mondiale de l'environnement pour traiter les questions climatiques avec une capacité à lever des fonds, à éditer des règles et à lancer des programmes pour lutter contre le réchauffement climatique, etc. Donc, voilà, ça serait une ébauche de supranationalité. Le problème, c'est que ça ne crée pas un gouvernement. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Alors, moi, je suis en tant qu'économiste, et je travaille plus particulièrement dans mes travaux de recherche comme enseignant-chercheur sur les questions bancaires et monétaires. Eh bien, nous avons un exemple que nous citons, qui est une proposition qui a été faite par Keynes au lendemain, donc John Maynard Keynes, au moment où ont été négociés les accords de Bretton Woods, où il a voulu créer une institution supranationale qui aurait émis une monnaie commune mondiale, pas une monnaie unique, mais une monnaie commune, avec des règles très strictes que les pays auraient dû respecter, d'accord, notamment concernant l'équilibre de leur balance des paiements, concernant les dettes et les créances internationales, etc. Ça, c'était un élément de supranationalité très intéressant. Évidemment, les Américains, Keynes était britannique, les Anglais essayaient de faire en sorte que les Américains n'aient pas trop de pouvoir dans la future mondialisation, parce qu'ils étaient les grands perdants. En 1944, on passe le passage du témoin entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, en quelque sorte. Et donc, les Américains n'en ont pas voulu, ils ont imposé le dollar dans leur système. Mais nous pensons que la proposition de Keynes, même si elle doit être éventuellement revue et corrigée, était une proposition très intéressante dans le domaine monétaire. Alors, il faudrait en faire d'autres, en imaginer d'autres et essayer
les promouvoir dans d'autres domaines. Et là, ce serait une amorce de gouvernement mondial. Et pour terminer, ce qui nous semble très important, c'est la question de la résolution des conflits. Pour pas qu'il y ait des guerres, pour éviter en tout cas des guerres, il faut faire en sorte qu'il y ait des instances où les pays en confrontation puissent s'expliquer, éventuellement sous l'égide de l'autre pays de la planète, pour éviter qu'ils se foutent sur la gueule. J'utilise l'expression un peu vulgaire, mais c'est ça, quand on voit deux pays qui sont au bord de la guerre, c'est bien qu'il y ait un organisme éventuellement supranational où tous les autres pays de la planète participent et pour essayer de trouver une solution de compromis pour éviter la guerre. Bon, voilà, il y a des tas de ça fonctionne. Oui, devant, puis après je... Oui, déjà, je voulais te remercier pour ce que tu nous as apporté, parce que c'est un tableau extrêmement intéressant sur la situation aussi bien économique que sociale et planétaire. Voilà, j'ai beaucoup de ces idées. Par contre, il me semble qu'il y a là-dedans quelque chose dont tu as attiré l'attention en ce qui concerne les communs. Les communs, et pour moi, il y a quelque chose de fondamental ici. Il y a plusieurs choses. Il y a la question du rapport au travail ici. Et puis il y a la question de l'argent. Qu'est-ce que c'est que l'argent? Bon, donc il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Pour moi, ce n'est pas l'argent qui pose problème, c'est l'idée qu'on s'en fait et la façon dont on l'utilise. C'est uniquement ça. Donc c'est pour ça que c'est une marchandise, l'argent comme marchandise, par exemple, c'est une aberration. C'est un moyen d'échange. C'est pas une marchandise. Bon. Par contre, en ce qui concerne les communs et en ce qui concerne la modification des institutions qui sont plus adaptées à notre époque, je pense qu'on manque vraiment d'un vrai projet humain. Parce qu'on parle beaucoup de choses, du système, de son fonctionnement, mais on ne parle jamais de la façon dont on voudrait voir l'avenir en tant qu'être humain. Et je crois que là, on a une peur viscérale à parler de ce que c'est qu'un être humain, parce que tout de suite, ça renvoie à des intégrismes, à des trucs religieux qui sont mis dans le domaine de la croyance, alors que beaucoup de ces choses-là font partie aussi de la connaissance. Si on élargissait la connaissance non seulement au domaine de la nature, mais aussi à la question de la pensée, de l'esprit et des idées, je pense que là, on trouverait des directions vers ce qui pourrait être une société humaine beaucoup plus en relation avec le projet humain et pas forcément en relation avec cette espèce de mythe du progrès permanent qui n'a rien à voir avec ce que l'homme voudrait être par la suite. Et je pense que c'est important d'intégrer dans cette connaissance de l'humain tout ce qui peut exister sur le plan philosophique, et que personne ne peut avoir la prétention d'avoir la vérité dans ce domaine-là. Mais si on ne parle pas d'une façon ou d'une autre de l'être humain, on va laisser place à tout un tas d'intégristes qui sont religieux et matérialistes de toute façon. Et ça, ne parle pas pour eux, ça me semble un grand frein, parce qu'on continue de travailler avec des outils culturels qui nous ont formés, et on change la société avec ces mêmes outils qui ont modifié complètement nos rapports les uns aux autres. Donc ça ne peut pas marcher. Il faut forcément changer aussi les outils qui sont des outils humains. Et il me semble que là, il y a un gros travail à faire sur cette réflexion de notre projet humain. Oui, mais je suis en même temps un peu gêné, Laurent, parce que je ne suis pas très compétent pour répondre, parce que c'est une question large et difficile. Simplement, j'aurais une petite réticence, une petite réticence qui est très la suivante. C'est que je pense que la conception de l'humain, si tu vas en Amérique latine, si tu vas par exemple dans la Cordillère des Andes, ou si tu vas en Asie de l'Est, ou si tu vas en Afrique, ce ne sera pas la même. Et ce seront des gens aussi respectables. Bon. Donc, le projet de l'humain, l'universalisme dans ce domaine est assez... Qu'est-ce qu'il y a de commun dans l'humain? L'humain est un être qui pense, qui a des idées et qui crée. C'est ça le commun. Pour aller plus loin, et quelle que soit, je dirais, notre philosophie, on est dans ce domaine-là. Et je crois que c'est ça, mettre en avant ces éléments que l'on a en commun, quelle que soit notre philosophie, notre religion, ou notre... On a ces éléments-là en commun, mais on ne veut pas les mettre en avant parce que tout de suite, on a peur qu'il y ait des intégristes qui sortent. Mais moi, je crois que c'est ça qu'il faut analyser, qu'il faut comprendre, qu'il faut faire ressortir. Si on crie, c'est parce qu'on a un esprit, c'est pas parce que les choses se font toutes seules. Pour qu'on ait la possibilité de créer, déjà, il faut que les droits fondamentaux soient respectés. Et les droits, ils sont créés par la pensée. C'est nous qui créons ces droits. Nous créons les Il faut créer des instruments pour qu'ils soient respectés par les autres. C'est pour ça que la déclaration universelle des droits de l'homme, pour moi, est fondamentale et définit déjà ce que doit être l'humain dans la société. Oui, mais ça fiche aussi les choses. Et en même temps, on n'en tient pas compte.
C'est comme notre belle devise, liberté, égalité, fraternité, on ne sait pas ce que ça veut dire. D'accord. Tu vois, c'est ça, il me semble que c'est important de réinterroger ce que c'est que l'humain et qu'est-ce qu'on peut avoir en commun, quel que soit le pays où on est. Et à partir de là, on pourra peut-être trouver quelque chose sur le plan mondial où on pourra travailler ensemble, même si on n'est pas d'accord au niveau des idées. Le plus important, c'est de comment on reconnaît l'être humain dans un être qui est au bout du monde et avec qui on doit travailler. Parce que, et justement, on a créé des robots pour pouvoir diminuer le temps de travail. On a des machines où on devrait avoir beaucoup de temps et en fait on travaille beaucoup trop par rapport à nos besoins. Et ça c'est une aberration, on ne prend même pas le temps de se rencontrer, d'échanger ou de parler de ce que l'on veut. Enfin, excusez-moi, là j'ai pris un peu de temps, mais il y a beaucoup de choses là qui me semblent fondamentales à interroger au niveau de l'être humain selon les... D'accord. Voilà. Je ne suis pas compétent pour en dire beaucoup plus. Non, mais c'est... Oui. Quelques remarques de nature diverse, hein, pour faire court, c'est un peu caricatural, hein, on l'excuserait, parce que on pourrait faire beaucoup dans la nuance. D'abord, sur l'histoire des cycles, je crois que cette question des cycles, c'est vraiment une question essentielle, en particulier sur la question que tu as évoquée, qui est absolument, pour beaucoup de gens, cruciale. Est-ce qu'on va vers un nouveau cycle de régulation capitaliste, ou est-ce qu'on va vers un effondrement généralisé du système et la mise en place carrément d'un nouveau système. Donc ça, c'est tout à fait essentiel. Alors, on a parlé de Kondratiev, hein, quelqu'un a évoqué ça. C'est vrai qu'on a longtemps réfléchi en termes de cycle Kondratiev. Sauf que là, ça ne marche plus. On a eu un cycle de crise très long depuis 1973, normalement, auquel aurait dû succéder un cycle de croissance. Or, le cycle de croissance, vous développez de manière très détaillée la question, ne fonctionne plus. Pour des raisons, moi aussi, je pense, profondément liées aux limites écologiques de la planète, mais aussi à la saturation des besoins dans les pays du Nord. Enfin, bon, je vais rapidement là-dessus. Alors, il y a quand même une question qui est posée par rapport à ça, qui n'a pas du tout été abordée, c'est la question, en tout cas sous cette forme-là, du progrès technique, de la révolution scientifique et technique. Aujourd'hui, on nous explique que les nouvelles technologies, la robotisation, ça va transformer le monde. Or, pour l'instant, ce qu'on appelle le parallèle du solo, ça ne se traduit pas en termes de gains de productivité susceptibles de créer une nouvelle forme de capitalisme dynamique. Ça, c'est une question absolument essentielle, auquel on doit répondre en expliquant, non, enfin, à mon sens, hein, que la robotisation, le numérique, en l'état actuel, ne crée pas les conditions d'une nouvelle relation économique équilibrée et dynamique. Bon. Sur la question du souverainisme, bon. Je vais refaire un peu la même intervention que j'ai faite à une réunion d'attaque à la salle précédente, avec Thomas Coutreau, qui m'a d'ailleurs répondu de manière extrêmement grossière et désagréable. On va essayer d'être un peu moins grossier. Non, mais j'en doute pas, je pense que c'est sa façon à lui souvent de s'exprimer, donc je doute pas. Bref. Donc, la souveraineté. Tu défends clairement la souveraineté alimentaire, évidemment, ça va de soi. Je pense qu'il faut aussi aller au-delà, notamment la souveraineté industrielle. Tu as critiqué les modèles fondés sur la rente des matières premières, en particulier du point de vue de leur incapacité à construire une industrie nationale répondant aux besoins de la population, et d'utiliser l'argent, etc. Donc la souveraineté industrielle, c'est aussi la base d'une économie qui fonctionne pour les besoins de la population. On n'a aucune raison logique d'aller acheter des produits industriels en Chine, alors qu'on est en capacité de les fabriquer en France. Bien. Je pense qu'aussi que la souveraineté doit aller jusqu'à la souveraineté politique. Ah, c'est tout un autre débat, mais fondamentalement, moi, je refuse l'idée que être souverainiste, c'est être pour le repli sur les nations. Je crois qu'il ne faut pas confondre mondialisme et internationalisme. C'est deux questions complètement différentes. On peut coopérer tout en restant indépendant. Or, la mondialisation, c'est certainement ni la coopération, ni la capacité à être indépendant. En particulier, lorsque la mondialisation se traduit par la mise en concurrence des salariés les uns avec les autres, en tirant évidemment tous les droits sociaux et les salaires par le bas. On le voit tous les jours avec les délocalisations, les menaces de délocalisation, etc. Donc, la conclusion de cet aspect-là des choses, c'est qu'il faut réfléchir à quel est l'espace pertinent aujourd'hui pour construire une volonté politique et une société qui satisfasse les besoins de la population.
À mon avis, les espaces sont très différents. Il est évident que le climat, d'emblée, est susceptible d'être, comment dirais-je, d'avoir une intervention au niveau mondial. L'effet climatique est absolument mondial. Pour le reste, il faut voir. On a parlé de la souveraineté alimentaire, de l'industrie. Il y a toute une série de choses qui doivent être maîtrisées à des niveaux beaucoup plus limités que le niveau mondial. Moi, je ne crois pas beaucoup du tout à l'architecture d'un gouvernement mondial. Je crois en particulier que l'idée même d'un gouvernement mondial démocratique, c'est quelque chose qui est totalement antinomique. Hein, c'est vraiment impossible. Il faut s'efforcer, au contraire, de maîtriser tout ce qui est possible de maîtriser à des espaces à taille humaine, et certainement pas à l'espace mondial, en particulier, évidemment, pour tout ce qui n'est pas climatique. Bon, dernier point, alors c'est un point encore compliqué, sur les mouvements sociaux et politiques. Tu as évoqué les indignés, tu as évoqué les mouvements occupés, etc. Attention, ces mouvements, les indignés en Espagne, par exemple, n'ont pas débouché sur une amélioration du rapport de force en soi. Ils ont permis ensuite, disons 1 an et demi, 2 ans après, à des traductions politiques reprenant les valeurs et les mots d'ordre mises en mouvement à ce moment-là, de surgir sur la scène politique. Ça a été la création de Podemos en Espagne, c'est évidemment le succès considérable de Sanders aux États-Unis, mais qui est sur un terrain strictement politique et même très traditionnel, parce que c'est le Parti démocrate américain, on ne peut pas faire plus traditionnel en matière d'espace politique. Donc le rapport entre mouvement social et politique, il est aussi à réfléchir. Hein. C'est une des choses que je reproche parfois à l'attaque, de s'auto-limiter de ce point de vue-là. Je crois que si on veut agir sur les rapports de force, les mouvements sociaux, bien sûr, c'est déterminant, mais fondamentalement, ça reste insuffisant lorsqu'il n'y a pas une transcription politique qui permet de construire un rapport de force, donc à partir des valeurs, des mots d'ordre, des revendications qui ont été mises en place et qui ont été défendues par les mouvements sociaux. Merci pour cette intervention très riche. Alors, le progrès technique, je suis complètement d'accord, j'en ai parlé de la productivité, mais je n'ai pas parlé beaucoup du progrès technique. C'est bien que tu poses la question, parce que tu évoques ce problème, parce qu'il y a en effet ce que nous on appellerait l'illusion technologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me réfère à la question notamment environnementale, climatique. Aujourd'hui, il y a notamment le capitalisme vert et tout ça. Tous ces gens, il y a beaucoup de gens qui croient que grâce aux nouvelles technologies, grâce à une nouvelle forme d'organisation du système politique, on va arriver à dépasser la crise, créer des emplois aussi, et donc résoudre le chômage, tout ira bien. Or, ces gens-là développent ce type d'idée, pensent notamment que c'est grâce au progrès technique qu'on va y arriver, notamment, et qu'en particulier, pour employer un terme un peu technique, on va créer du capital technique qui va se substituer au capital naturel. C'est-à-dire qu'on aura, c'est pas grave, on n'aura plus besoin de la nature, en quelque sorte, hein, plus besoin d'exploiter la nature, puisqu'on aura trouvé de nouvelles technologies qui nous permettront d'économiser, voire même de nous passer des formes d'énergie que nous procure la nature aujourd'hui, par exemple. Ou des formes d'alimentation qui seront plus basées sur la nature, hein, qui n'ont plus besoin de manger des produits, en mangeant que des produits de synthèse, qui seront plus fabriqués dans la nature. Bon. Donc, ça, c'est une illusion, et non seulement c'est une illusion, mais c'est mauvais pour la santé, si on parle de l'alimentation, et c'est extrêmement dangereux pour la population, parce que ça crée un modèle productiviste encore plus poussé que celui qui existe actuellement, et qui est vraiment dangereux. Donc là-dessus, tu as raison, je crois qu'il faut se battre contre cette illusion technologique. Évidemment, ça rassure les gens, parce que les gens disent, il faut bien qu'il y ait une crise, que demain, grâce... On trouvera toujours les solutions techniques. Et c'est ce qu'on écoute à la radio en permanence. Vous écoutez les médias, vous lisez vos journaux, sans arrêt, on a des scientifiques, souvent d'ailleurs de grande qualité, hein, qui vous disent, ne vous inquiétez pas, on trouvera la solution. Je ne crois pas que ce soit vrai, qu'on puisse miser là-dessus, parce que là, il y a vraiment des vraies limites. En d'autres termes, nous disons qu'il y a le capital naturel ne peut pas être substitué, remplacé, il n'y a pas substituabilité entre le naturel et le technique. Voilà. Mais... bon, c'est un sujet de débat, et c'est vrai que l'opinion dominante, en tout cas chez les scientifiques, ou chez les politiques, c'est de dire qu'on trouvera les solutions, on aura les gens dormir tranquilles, ne vous inquiétez pas, la crise sera surmontée. Donc c'est bien, je pense, de mettre en avant et de dénoncer ces illusions technologiques. Alors, sur la question du souverainisme, moi je ne suis pas... je pense que
faut voir de quoi on parle. Moi, je préfère employer, comme j'aime pas les gens qui disent je suis protectionniste, ou je suis, je ne sais pas, qui emploient des mots généraux comme ça. J'ai parlé exprès de souveraineté. Je pense qu'il faut garder, j'ai dit, des éléments de souveraineté. J'ai cité la souveraineté alimentaire, on pourrait citer, tu as raison, la souveraineté industrielle. C'est anormal qu'une grande partie des biens qu'on consomme, des biens industriels, soient fabriqués au niveau de la planète, on est tout à fait d'accord là-dessus. En revanche, la souveraineté, elle n'est pas nécessairement nationale. Elle peut être locale d'ailleurs, elle peut être régionale, elle peut être européenne, elle peut être mondiale. Et là-dessus, c'est là que je serais en désaccord, parce qu'avec beaucoup de gens qui se disent « je suis souverainiste », entre guillemets, qui s'attribuent ce vocable, cette qualification, ils résonnent essentiellement à l'intérieur de l'espace national. Moi j'ai dit non, l'espace national, à un moment donné, il a été plus pertinent pour beaucoup de choses, et il restera encore longtemps pertinent pour toute une série d'actions et de politiques, mais c'est pas quelque chose d'éternel. Et donc, il faut repenser la souveraineté et l'adapter au monde dans lequel on vit. Et c'est là que comme je suis intermondialiste, c'est que je pense qu'il y a une partie aujourd'hui des problèmes et même des choses, enfin des choses à produire, à résoudre, qui doivent être faites au niveau international, ou en tout cas supranational. Et c'est là que je me heurterais plutôt avec des souverainistes traditionnels, parce que des formes de souverainistes avec lesquels je suis tout à fait d'accord. Donc il faut faire attention. Par exemple, alors, restons en Europe. L'argument de beaucoup de souverainistes sur les questions européennes de dire qu'il n'y a pas de peuple européen, donc il faut que la souveraineté soit nationale. Et moi, pour moi, qu'est-ce que c'est que le peuple? Quand je vais en Allemagne, je me sens beaucoup plus proche de certains copains que je vois qui ont les mêmes idées, les mêmes valeurs que moi, que certains Français qui défendent des idées opposées et qui sont dans le peuple français. Donc la notion de peuple, pour moi, c'est quelque chose qui me pose problème. En tout cas, que je ne mettrai pas en avant systématiquement. Donc je pense qu'il faut au contraire construire à travers les frontières, en faisant des alliances et en se rapprochant de gens avec qui on défend les mêmes valeurs, les mêmes objectifs politiques, et au-delà des frontières. Voilà. Et c'est pour ça que je dis attention, cette idée de rester dans... Alors je sais bien que c'est pas ce que tu as voulu dire, je parle de gens là qui défendent ce point de vue, qui sont malheureusement plus nombreux que le Front National. Il y a beaucoup de gens qui disent que la plupart des problèmes doivent être résolus uniquement dans l'espace national. Alors, là où je donnerais acte, je n'ai pas parlé de la souveraineté dans le domaine de la protection sociale. Je pense qu'aujourd'hui et pour longtemps encore, je serai partie de ceux qui se battront pour que l'essentiel de la protection sociale soit faite dans le cadre national, parce qu'il y a trop de différences, encore maintenant, dans les pratiques, les institutions et même dans les valeurs, entre les Italiens, les Français, si je reste en Europe, les Allemands, et que donc ça me paraîtrait tout à fait normal de penser qu'une grande partie de la protection sociale, pas la totalité, mais une grande partie, se fasse dans l'espace national, ça ne poserait pas de problème. Mais je pense que la souveraineté, elle doit être modulée selon le type de problème et selon les questions à résoudre. Voilà. Et la mondialisation que nous voulons, l'intermondialisation, moi je pense que si on veut la construire, il faut reposer la question de la souveraineté et ne pas la cantonner uniquement à une souveraineté nationale. Voilà. Et bon, là il y a des désaccords avec un certain nombre de gens qui ne sont pas du même point de vue, ça c'est tout à fait important. Alors les mouvements sociaux et la traduction politique. Je serais assez adepte de la théorie la Gramsci, la théorie des contre-pouvoirs et la théorie d'organisation dans nos sociétés. On a un bloc hégémonique qui est aujourd'hui ce que j'appellerais l'oligarchie politico-financière, qui nous domine et qui dirige, qui est au pouvoir aujourd'hui en France, et qui l'était dans les précédentes années. Et puis en face, il y a des gens, il y a des populations, il y a des couches sociales qui se défendent, qui réprouvent cette politique et qui veulent s'organiser autrement. Et qui veulent organiser un contre-pouvoir. Donc je pense que Attaque, par exemple, pour moi, c'est une façon de définir, c'est pas la seule, je le définirais volontiers comme un contre-pouvoir par rapport à ce pouvoir dominant, qui est légal, mais qui, à notre avis, est illégitime, sur un certain nombre de points. Pour ça que nous prenons la désobéissance civique, d'ailleurs, entre parenthèses, dans nos modes d'action. Quand quelque chose est légal mais illégitime, on a le droit de désobéir. Et donc, on doit inventer d'autres formes d'action, de résistance, de lutte, et s'ériger en contre-pouvoir. Et donc, je crois qu'on ne peut pas être à la fois pouvoir et contre-pouvoir. C'est pour ça qu'Attaque, si tu parles d'Attaque, si tu l'as mentionné, ne peut pas être un parti politique, doit rester dans son rôle de contre-pouvoir, extraordinairement utile, autant que le pouvoir d'ailleurs, le pouvoir démocratique, il n'y a pas de problème là-dessus, mais doit jouer son rôle de contre-pouvoir dans la démocratie. Et on ne doit pas chercher... Alors, le débouché politique, il est nécessaire.
C'est-à-dire qu'on doit travailler, par exemple, avec les élus. Et c'est ce qu'on fait. Quand il y a des élus avec qui on peut dialoguer, ça dépend des périodes, hein, eh bien on discute avec eux, on voit comment on peut organiser les choses pour passer des textes de loi, pour défendre des idées, des amendements, pourquoi pas voir ensemble des propositions communes. Sur la question des lanceurs d'alerte, par exemple, on travaille avec des élus, sur la question de la fiscalité, sur la question enfin, des sujets du moment, on travaille avec certains élus parce qu'on se sent proche et on voit qu'ils peuvent nous aider, qu'on peut s'aider mutuellement, s'épauler mutuellement. Donc, je veux dire, voilà, c'est ça la traduction politique aussi, c'est travailler ensemble. Mais je crois que, j'aurais tendance à dire à chacun son boulot. Je crois qu'on ne peut pas être à la fois dans le pouvoir, et vouloir être dans le pouvoir et en même temps vouloir être dans le contre-pouvoir. Il faut un minimum d'indépendance, quitte à ce qu'on travaille beaucoup ensemble sur un certain nombre de dossiers. Et c'est pour ça qu'Attac, comme vous le savez peut-être, il y a eu des conflits au sein d'Attac. Un des conflits, c'était ça, c'est qu'il y avait, nous semble-t-il, des gens qui, au sein d'Attac, voulaient à un moment donné transformer Attac en un parti politique. Et on s'est battu contre ça. Et on a eu raison. Parce qu'on ne veut pas être un parti politique. Et même si on ne méprise pas, c'est pas du mépris, hein, c'est parce qu'on pense que c'est pas notre travail pour la société. C'est pas notre rôle. Chacun son rôle. Les différents rôles sont nécessaires. Je ne sais pas si tu es d'accord. J'ai pas été insultant là, t'as vu là. Mais Thomas Coutreau, c'est quelqu'un de parfois un peu dur, mais je pense que il fait quand même du bon boulot. Bon. Non, c'est bon. L'heure fatidique est arrivée, désolé, mais on a vraiment des contraintes, on va plus avoir été en salle, donc on ne va pas prendre de questions. Il nous reste à remercier vivement Dominique pour son explication.